be proud of you because you can do what we want to do. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 4e numéro de La démocratie part en live. Après, la démocratie est-elle réellement en danger? Le dialogue social a-t-il encore un avenir? Et les élections sont-elles pliées? On va se poser une nouvelle question ensemble ce soir. Les jeunes sont-ils suffisamment représentés à l'Assemblée nationale? Et oui, en 2017, il n'était que 38 à avoir moins de 31 ans à entrer au Palais Bourbon. En 2012, il n'était que 4, dont la plus jeune, Marion Maréchal Le Pen, qui n'avait que 22 ans. À la fin de la mandature actuelle, ils ne sont plus que 2 sous la barre fatidique des 30 ans. Tiffany Degois, qui en a désormais 29 et qui ne se représentera pas, et Victor Habert Dassault, élu en 2021 en remplacement de son oncle Olivier Dassault, décédé dans un crash d'hélicoptère. Si l'Assemblée nationale était intégralement représentative de la population française, il ne faudrait pas 38 députés, mais 98 députés pour représenter les 17% des jeunes de 18 à 30 ans. Mais certains se posent la question, qu'est-ce qu'un jeune connaît de la vie pour être à l'Assemblée nationale? C'est une question que certains se posent, dont ma mamie que j'embrasse. Pour répondre à cette question, ils sont 3 avec moi ce soir. Ils sont tous candidats à la députation et ils ont tous moins de 30 ans. Alors bonsoir à vous 3. Je vais vous présenter du coup. On commence par toi, Mayalène Mallet. Tu es du mouvement Allos Enfants et tu es candidate dans la 13e circonscription de Paris et tu affronteras entre autres David Amiel, candidat de La République En Marche. Ensuite, on a Constance Delétang. Toi, tu es de Reconquête et tu es même la plus jeune candidate investie dans le parti. Tu es candidate dans la 7e circonscription de Paris et tu affronteras Clément Beaune, le ministre délégué chargé de l'Europe. Et toi, Charline Péculier, tu es candidate La République En Marche dans la 11e circo de la Seine-et-Marne et tu feras face à Olivier Faure, le big boss du PS. Alors, je vais commencer par la première question. Je vais commencer du coup par toi, Constance, et on fera ensuite la tournée. Que diable allez-vous faire dans cette galère politique? Parce qu'à 20 ans, on ne pense pas clairement à politique. On préfère plus boire des coups avec les copains. Disons-le, on est tous passés par là. Pour une raison très simple, on est la nouvelle génération. Donc on est les premiers concernés par le sort de notre pays, par l'avenir de notre pays. Et on représente en fait les générations futures. Donc on a une lourde responsabilité. Et on doit essayer de faire le maximum pour que notre projet soit présenté à l'Assemblée nationale. Parce que voilà, les jeunes sont les futurs héritiers français. Donc ils jouent un rôle très important et si on ne s'intéresse pas à la politique s'intéressera à nous. Ah ça, je l'ai beaucoup entendu cette phrase, parce que pour préciser, dans une vie antérieure, j'interviewais déjà des personnalités politiques et je demandais, c'est la question d'ailleurs que je vous poserai à la fin pour conclure l'émission, le message des politiques à la jeunesse. Et je l'ai souvent entendu cette phrase, étonnamment, des politiques, ils aiment bien dire ça. Du coup, on va passer à toi, Charline. Alors, qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère? Je suis d'accord déjà sur ça et puis je pense que la politique ça change la vie contrairement à ce qu'on peut penser et aujourd'hui les jeunes ont envie de s'engager mais pas forcément en politique et pas forcément dans des carcans, dans des institutions, dans des choses très marquées, très carrées. Il y a une envie de s'engager pour des causes très concrètes, par exemple dans les solidarités, pour l'environnement, ce genre de choses, et voir les effets tout de suite palpables de cette action. Et la politique, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, et je suis élue locale, je suis adjointe au maire au développement durable à Cesson. Et moi, c'est ce que je vois tous les jours. On arrive au local à faire des choses, à monter des projets, et on peut faire ça aussi à un niveau national. Donc c'est pour ça que je me suis engagée dans cette élection. D'accord. Et toi, du coup, Mayalène? Moi, je suis de la politique, mais en allant boire des verres aussi, parce que je suis jeune et que c'est ça qui me plaît aussi. Et même en pleine campagne, après notre tractage, on va boire des verres. Demain, je fais un événement et ça va être comme ça qu'on crée des liens et qu'on rencontre les gens et de faire un peu la politique autrement, parce que les jeunes ne s'engagent pas dans les partis traditionnels parce qu'ils n'ont pas leur place, parce qu'on ne leur laisse pas leur place, parce que c'est des anciens, des éléphants qui sont là depuis 30, 40 ans, qui font carrière en politique. Et du coup, on leur dit d'attendre leur tour pour avoir un peu d'expérience, comme on dit, ou un peu de compétences. Mais sauf qu'on a déjà nos compétences, on a déjà nos expériences, on s'engage de plein de manières dans les associations, dans l'humanitaire, dans les services civiques, et on ne nous laisse pas la place du tout en politique. Et donc on a besoin de prendre notre place en fait et de dire si en fait c'est aussi notre tour maintenant. On n'est pas la prochaine génération, on est la génération de maintenant, il faut agir maintenant.
Et donc, on le fait à notre manière aussi, avec nos moyens aussi. Et on a un message à faire passer. Et vous savez trop bien que plein de jeunes s'engagent. Il n'y en a pas beaucoup des jeunes candidats actuellement, mais on voit que ça bouge un petit peu et qu'on ne se laisse pas faire. Parfait. Alors pour rappeler le concept de l'émission, bien sûr, vous avez, mesdames, le chat, voilà, donc si vous voulez répondre aux questions, voilà, donc je salue bien sûr Kernaker et Arthur, qui est dégoûté parce qu'il y a eu les résultats de Parcoursup et visiblement il n'a pas été pris là où il l'avait demandé. Et d'ailleurs Nico, si tu veux, tu peux balancer dans le chat le lien du débat y a-t-il assez de jeunes à l'Assemblée nationale? On salue aussi Benny l'homme du Bronx qui dit salut les gens. Voilà, et on réagira pendant le live aux différents commentaires puisque voilà, on a le lien qui est envoyé dans le chat puisque les gens peuvent voter et argumenter sur faut-il, et vous allez voir qu'il y a des pour, bon très largement pour, mais il y a aussi des arguments contre sur y a-t-il suffisamment de jeunes à l'Assemblée nationale. Donc moi je vais commencer par une première question tout simplement parce que on est effectivement tous ici intéressés par la chose politique. Vous en faites, moi j'en commente et j'en interview. Et j'ai regardé les derniers tweets et messages des Insoumis qui disent 58% des jeunes veulent voter pour la NUP ou la NUPES en fonction de comment on le dit. Sauf que quand on creuse les chiffres, il n'y a que 30% des jeunes qui veulent aller voter. Comment déjà reconnecter les jeunes à la politique, parce que c'est un vrai sujet, parce que nous, effectivement, on est tous intéressés, etc. Mais il y en a beaucoup, tu leur parles politique, c'est... voilà, pour résumer, à peu près. Est-ce qu'il y en a une qui veut commencer? Nous, dans notre parti, donc chez Reconquête, on a un très grand mouvement jeune qui s'appelle Génération Zemmour. On a plus de 15 000 adhérents. Et nous, notre idée, c'est de dire, effectivement, les jeunes ne s'intéressent pas forcément à la politique, parce que ça leur paraît complexe, parce qu'on ne comprend pas toujours tout, et nous aussi, parfois, on ne comprend pas toujours tout. Ça paraît lointain, c'est pas concret. Et nous, on s'est dit, pour intéresser les jeunes à la politique, il faut créer des liens entre eux. Il faut les souder, et il faut allier loisirs, donc activités. Nous, on propose diverses activités, des cours de sport, des verres, des soirées. Et en même temps, donc, on parle de politique, on milite. Et on a vraiment vu pendant la présidentielle qu'on a tellement créé de liens, on est tellement devenus amis que au fur et à mesure, il y a plein de personnes qui arrivent. Ah bah, un ami m'a parlé de ça, bah, je vais venir voir. Et puis, bah voilà, on prend un verre, on discute de politique, chacun échange. Et c'est vraiment au fur et à mesure, pour moi, ça marche vraiment par le bouche à oreille, par les amis, par les copains. Et c'est en créant des liens qu'on arrive à ramener les jeunes à la politique et en fait qu'ils comprennent que non, c'est pas trop compliqué et que tout le monde peut avoir son avis. Que tout le monde est en mesure de comprendre en fait, les enjeux de notre pays. Donc, en tout cas, chez nous, Génération Zemmour, ça marche vraiment comme ça. Et on a l'ambition d'élargir au maximum Génération Zemmour et d'augmenter au maximum le nombre d'adhérents parce que c'est vraiment important. Et nous, on considère que la jeunesse doit vraiment s'exprimer et ne doit pas subir la politique. C'est un petit. C'est ça, c'est On reste. de droite à gauche, comme dirait l'autre. C'est vrai que quand je parle de politique avec des jeunes à qui j'étais au lycée, qui ne s'intéressent pas forcément, ils me disent, c'est pas qu'ils ne s'intéressent pas, c'est qu'ils me disent, j'ai pas la légitimité pour aller voter. Parce que je comprends pas tout, je connais pas les hommes politiques, je connais pas les partis, je comprends pas les clivages, ils ont des idées qui sont pas forcément dans des clivages politiques. Et donc, ils se sentent incompétents. Il y a vraiment ça, une espèce d'incompétence, d'illégitimité à aller voter, alors que quand on creuse, ils ont des avis sur tout, ils ont des connaissances, il y a pas de... On vit dans le même monde, quoi. Donc mais bien sûr, c'est du quotidien. Et donc, c'est comment est-ce que... c'est reconnecter ça. Est-ce que ça passe notamment par l'éducation civique au lycée, qui n'est pas forcément aujourd'hui très bonne, parce que c'est parfois juste le cours d'histoire, on rattrape en éducation civique, le cours d'histoire qu'on n'a pas fini. On est tous passés par là, le prof qui dit bon, on fera ça une prochaine fois, on va continuer. Alors, Charles Quint, les enfants. C'est un peu ça, et du coup, je pense qu'il faut aller, avec cette éducation civique, il faut aller plus loin, il faut aller rencontrer des personnalités politiques, locales, aller dans des associations, sortir un peu du lycée, de l'école, et aller voir vraiment le monde réel, entre guillemets, et pas seulement un cours sur, moi je me souviens de la laïcité qui était très importante, bien sûr, un cours très important, mais du coup qui reste scolaire, en fait. Et donc, je pense qu'il faut reconnecter par ça. Sachant qu'on a à peu près le même âge, toi, t'es un poil plus jeune, parce que même 5 ans, pour nous,
nous, ça fait beaucoup. Nous, on a été, et toi, je ne sais pas si toi aussi, Maï-Hélène, mais nous, notre génération a été marquée par le 13 novembre et Charlie Hebdo, ce qui a beaucoup impacté les cours. Enfin, je me souviens qu'on avait eu des après-midi entières sur le sujet des attentats, etc. Et qui nous ont aussi, je pense, pour notre génération, assez marqué, en tout cas. Enfin, à titre personnel, moi, c'est... Donc on peut marquer les générations suivantes autrement avec... en évitant les attentats. Non mais bien sûr, c'est pas du tout ce que je veux dire. Non mais c'est-à-dire que ça nous a marqué parce qu'on nous en a parlé beaucoup. Mais c'était marquant aussi par évidemment les faits, mais la tragédie. Mais aussi, du coup, on peut parler de sujets plus... comment dire, déjà un peu plus... sympa, j'ai envie de dire, mais en politique et qui marque les jeunes pour des générations... Ouais, je suis vachement d'accord. Enfin, l'éducation civique, il faut vraiment la réformer à fond et parler bien plus de qu'est-ce qu'un député, à quoi sert un président, est-ce qu'on peut vraiment élire un Premier ministre ou est-ce que c'est pas possible dans la Constitution. Enfin, tout c'est pédagogique qu'il faut faire et ça concerne les jeunes, mais pas que. Enfin, moi j'ai fait des études de droit et j'ai appris tellement de trucs à mes parents sur comment on vote une loi et tout ça. Oui, donc même les anciennes générations ne savent pas du coup à quoi ça sert et ça marque aussi le fait que l'abstention est très grande, notamment genre aux élections régionales où 80% des jeunes n'ont pas voté parce qu'on ne sait pas à quoi sert une région du tout. Donc il y a besoin de faire de la pédagogie sur ça. Et puis, moi je ne suis pas d'accord avec le fait que les jeunes ne sont pas engagés en politique parce que oui, ils sont peut-être moins dans les partis, ils vont moins voter, mais ils sont grave engagés dans les manifestations, ils sont grave engagés dans l'humanitaire et c'est la politique. Alors oui, ce n'est pas une politique qui est reconnue par les institutions et c'est bien dommage parce que ça pallie parfois... ce que le gouvernement ne fait pas. On voit par exemple dans la crise des réfugiés, les jeunes sont hyper engagés dans l'aide aux personnes exilées qui sont déboutés du droit d'asile et ça pallie totalement l'action de l'État qui n'existe pas dans ce sujet-là. Et donc on a besoin des jeunes aussi qui s'engagent. C'est une forme d'engagement politique. Il faut qu'on la reconnaisse et qu'on la légitime et qu'après qu'on lui permette de s'exprimer de manière politique aussi en devenant candidat, en participant à l'élaboration des politiques publiques. Parce que si on a que les jeunes, que les vieux qui votent pour les politiques, à toutes les élections, du coup, on n'a que des réformes qui concernent les vieux, on n'a aucune réforme qui concerne la jeunesse, et parce que les jeunes ne peuvent pas parler de ce qu'ils vivent, on ne parle pas de la précarité de la jeunesse, on ne parle pas des problèmes des étudiants, du prix de l'université, tout ça, il faut que les jeunes puissent participer, et tant qu'on ne parle pas de ces sujets, les jeunes diront, en fait, on ne parle pas de moi, on ne m'inclut pas dans les prises de décision, on ne me fait pas confiance, on me dénigre en me disant que je suis utopiste ou incompétent ou illégitime, et du coup, j'ai pas envie de participer à ce monde qui est hyper fermé, qui est hyper méprisant par rapport à mon engagement, qui ne parle pas de mes sujets, qui ne parle pas de mon avenir pour le climat. Et donc, il y a aussi une rupture entre les générations et il faut vraiment refonder le monde politique en entier. Comment fonctionnent les partis, comment fonctionne la démocratie, comment on vote pour que chacun se sente inclus collectivement et qu'on fasse beaucoup plus de participation. Et je pense que les électeurs, comment dire, les collégiens qui votent pour leurs délégués. Les délégués, il faut qu'on leur donne beaucoup plus de pouvoir aussi pour que dès l'école... on sait que pour les délégués, ils votent aussi pour le BG de la classe. Je dis pas ça parce que j'ai perdu beaucoup d'élections de délégués. Mais ça apprend à prendre des responsabilités, à s'exprimer par rapport aux adultes, à décider les horaires de récréation. Et ça crée une culture de la participation et du vote qui, plus tard, quand on grandit et quand on est un citoyen en âge de voter, ça se répercute sur nos votes. Oui, et puis je rajouterais, moi là je suis du coup en première année de droit et en droit constitutionnel, on a fait un truc hyper intéressant, comme c'était présidentiel, à chaque TD, en fait, on étudiait un programme politique d'un candidat. Et ça c'est tout bête, en fait, tout le monde peut le faire et à l'école, juste dans les périodes électorales, apprendre, tel candidat il propose ça, tel candidat propose ça. En fait, ça a vraiment intéressé plein de jeunes de ma classe qui n'étaient pas du tout politisés, parce qu'à 18-19 ans, c'est vrai qu'on n'est pas forcément hyper politisés. Et en fait, de l'apprendre à l'école, je pense, c'est aussi un rôle. Enfin, là, du coup, c'est à la fac, mais je pense que c'est très important aussi. Voilà. Je vois que dans le chat, il y a du débat aussi. Il y a les pro-Zemmour, les anti-Zemmour qui... le collectif joue bien, comme dirait l'autre. Je voulais juste donner un chiffre que j'ai là sous les yeux. Donc, c'est un sondage IFOP qui est sorti cette semaine. Donc, sur l'ensemble des Français, n'importe quel âge, l'abstention serait de 52% et chez les jeunes de moins de 35 ans, ça monte à 64% d'abstention et même chez les 18-24, ça monte à 67% d'abstention, donc un tiers. Ça, c'est le IFOP. Il y a le Odoxa qui dit 61% d'abstention chez les 18-24. C'est quand même des chiffres. 2 tiers, c'est quand même des chiffres qui sont affolants quand même. Mais en fait, c'est des chiffres qui sont affolants, mais c'est des chiffres qui existent depuis très longtemps. À toute génération, les plus jeunes ont moins voté que les plus anciens et ça se répercute au fil des générations. Donc c'est pas juste maintenant qu'on a un problème de vote de la jeunesse,
ça se fait de tout temps et ça évolue avec les sociétés. Et donc, aussi avoir ce regard très critique sur la jeunesse qui ne vote pas, de lui reprocher de ne vote pas, ça lui donne encore moins envie de s'engager, parce qu'en fait, c'est toujours des critiques sans prendre conscience de ce qui se passe à la base du problème, en fait. Et tant qu'on n'agit pas à la base et qu'on n'associe pas la jeunesse au vote, à la vie politique, à la vie démocratique au niveau local et au niveau national, ils n'iront pas voter non plus, ça sert à rien de pointer du doigt les chiffres et ça n'avancera rien. Mais c'est vrai, mais quand même ça, je trouve ça assez paradoxal quand on y pense parce que sur les réseaux sociaux qui sont beaucoup développés, on parle quand même beaucoup politique. On met en avant certains combats, c'est pas de la politique pure, mais on met en avant certains combats. Et c'est pas à une candidate reconquête que je vais apprendre ça, à quel point les réseaux sociaux sont très facilement manipulables. Ah, tout à fait. On voit que la stratégie, et qui a été aussi mise en cause pour Reconquête, la stratégie de communication sur les réseaux sociaux, de faire monter entre guillemets artificiellement les hashtags pour non, apparaître. Non, c'est pas ça, c'est plus sur l'actualité. Voilà, elle est beaucoup sur les réseaux sociaux, les problèmes, les manifestations. On a accès en fait à l'information H24. Et donc c'est vrai qu'on peut se dire, bah, c'est étonnant. Donc en fait, effectivement, la source du problème, elle est sûrement ailleurs. Voilà, c'est vrai que c'est assez paradoxal quand on y pense, quoi. Et justement, remettre le jeune au cœur de la création de la loi, c'est aussi ce que nous, on essaye de faire sur Pure Pause avec la création de la loi. Les citoyens qui peuvent donner leur positionnement sur des textes de loi pour, avant que le texte arrive à l'Assemblée, qu'il soit travaillé en amont avec le citoyen. Par exemple, on a fait avec la députée LREM Caroline Janvier le texte sur l'exposition des jeunes aux écrans. Donc on a eu des auditions. Adrien Taquet, qui était secrétaire d'État à l'enfance, était assis dans un de ces fauteuils-là, auditionné par la députée. Et on continuera avec la nouvelle législature. Peut-être qu'on s'y verra. On essaiera aussi de faire ça. Bon, on ne va pas réagir au débat dans le chat sur est-ce que Zemmour a commis des actes délictueux envers certaines femmes. Parce que ce n'est pas le débat du soir, surtout. Ce n'est pas tant la présomption d'innocence, c'est surtout que ce n'est pas le soir, comme dirait l'autre, si je puis dire. Moi, est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste pour les jeunes et la politique ? Bah, les jeunes s'engagent déjà plus, c'est ce que tu disais, hein, les jeunes s'engagent déjà plus de façon générale. Je pense qu'on est une génération très engagée, mais effectivement pas forcément dans les partis politiques, traditionnels ou non d'ailleurs, de façon générale. Donc il y a évidemment, c'est une jeunesse qui a conscience quand même des enjeux et qui s'engage en grande partie. Il y a quand même une partie aussi qui je dirais, assignés à résidence et qu'il faut aussi aller chercher. Je pense notamment au quartier populaire. Donc voilà, c'est même pas l'espoir, c'est que ça existe vraiment. Après, c'est comment est-ce qu'on change la politique pour la rendre plus concrète et plus accessible et qu'il n'y ait pas de plafond de verre pour les jeunes. C'est une vraie question, j'ai pas la réponse, mais... Non, mais c'est vrai, hier je parlais avec des jeunes pour une interview qui me disaient, voilà, je leur demandais, vous êtes pour quel parti ? Ils me disaient, voilà, on a des idées, évidemment, on a des idées, on pense des choses, mais de là à se reconnaître dans un parti, de dire, voilà, moi je suis affiliée à tel parti et donc je vais mettre mon bulletin de vote pour tel candidat, il y a vraiment un gap. Et donc je pense que l'abstention, c'est pas tant le fait que ce soit pas politisé, parce qu'en fait on est tous malgré nous, sans nous en rendre compte, mais effectivement c'est de la reconnaissance d'un parti, d'un candidat qui, je pense, à un certain âge est un peu difficile et qu'il faut un peu le temps pour vraiment s'y reconnaître, quoi. Très bien. Et justement, on va en profiter. Je vais vous demander de répondre à cette question, même si je pense qu'on a la réponse. Les jeunes sont-ils suffisamment représentés, selon vous, à l'Assemblée nationale ? Quelle surprise! Non! Non! On est d'accord là-dessus. Non, non, clairement pas. Puis ils vieillissent en plus, alors... Oui, c'est ça. Oui, j'ai vu, je ne sais plus quel journal disait, il n'y a que 2 députés. Non, je crois que c'était un militant LFI qui disait il n'y a que 2 jeunes députés de moins de 30 ans. Oui, sauf qu'il prend en 2027, donc évidemment il y a les 5 ans qui sont passés, donc le temps passe, comme dirait l'autre. Oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même, pour le coup, avec la société civile qui est arrivée à l'Assemblée nationale, en partie en tout cas avec La République En Marche, il y a quand même plus de femmes et plus de jeunes députés qui sont arrivés. Donc ça, c'est à souligner quand même. C'est déjà une petite avancée. C'est jamais suffisant, évidemment, mais c'est une petite avancée. Et je ne sais plus combien on en avait. À l'époque, il y avait moins de 30 ans. Là ils ont passé le... C'était sur la fin de... En 2012, en élus, il y en avait 4, du coup. De moins de 30 ans. 4 de moins de 30 ans. C'est quoi les élus jeunes qui sont à l'Assemblée ? Parce que c'est souvent des personnes qui sont d'un milieu très politisé par leur famille, par leur entourage.
et qui sont d'un milieu privilégié, qui font des études de droit ou Sciences Po. Et donc ça aide à arriver à ce milieu politique et à se sentir peut-être légitime ou à qu'on nous donne la place d'être en politique. Mais l'intérêt, c'est que tous les jeunes, quels qu'ils soient, les jeunes en milieu rural, les jeunes qui ne font pas d'études supérieures, les jeunes qui font Sciences Po aussi, puissent être en politique et qu'on ait vraiment une représentation vraiment authentique de la société. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Enfin, toutes les trois, je pense qu'on vient d'un milieu assez privilégié pour être arrivé en politique et se sentir un peu adéquat pour reprendre la parole sur des sujets, développer nos idées, se dire qu'on va être candidate, c'est quand même assez fou à notre âge. Et il faut aussi que tout le monde, en fait, mais des jeunes, mais pas que les jeunes, puissent se sentir légitimes pour arriver à cet endroit et porter ses idées. On a besoin de boulangers à l'Assemblée, on a besoin de beaucoup plus d'ouvriers. En fait, c'est vrai que, je t'interromps, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, qu'en fait, on associe beaucoup la politique aux élites, en fait. Alors que justement, la politique, c'est la vie de la cité. Donc tout le monde doit être représenté. Bon, il y a quand même pas mal de députés issus de la société civile, encore heureux. Mais c'est vrai que ça a tendance à être considéré comme réservé à certaines élites qui ont fait les grandes études, qui ont fait Sciences Po Paris, alors que nous, en fait... Et en même temps, quand vous voyez la campagne qu'on doit faire, tout ce qu'on doit mener, si vous n'avez pas soit déjà un parti derrière, soit du coup des connaissances du milieu politique, c'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué. Enfin, rien que les règles électorales, le financement, tout l'administratif, c'est extrêmement complexe. Donc en plus de ça, il y a des barrières aussi tout simplement administratives. Et financières évidemment, bien sûr. N'oublions pas qu'une campagne, c'est un coût. Ça coûte super cher. On le voit, nous, à 11 enfants, du coup, on est un parti avec que des jeunes de moins de 30 ans et on se développe avec nous et nos petits moyens. On n'a vraiment pas beaucoup de sous par rapport à des grands partis et des grands candidats. On sait qu'on ne sera pas remboursé de nos campagnes et donc on fait avec le strict minimum. Donc on a baissé nos quantité de bulletins de vote et de professions de foi pour arriver à subvenir à nos besoins. Et on n'a pas de gens qui sont salariés pour faire nos campagnes. On est tous bénévoles et donc on se développe avec ce qu'on a. Et on voit que c'est vraiment super dur parce qu'on n'a pas la structure qui permet d'arriver à un score suffisant pour exister dans les médias, pour exister en politique et se pérenniser. Et ça fait que c'est toujours les mêmes partis et les mêmes visages qu'on voit tous les 5 ans et même à chaque élection. Il n'y a aucun renouvellement. Oui, on a la société civile qui arrive et c'est super, mais qui reprennent les mêmes rouages et les mêmes comportements politiques. Reste la même aussi. Voilà. Je veux dire, il y a quand même... L'Assemblée n'a pas changé, donc effectivement, il fallait s'adapter aussi à... c'est tellement un monde très déçus d'ailleurs. Il y a eu des déçus parce que... Il y en a qui se représentent pas du coup. Voilà, parce qu'en arrivant à l'Assemblée, il faut prendre les codes. C'est des codes qu'il faut changer aussi, parce que c'est aussi ça que la jeunesse reproche, c'est que c'est des codes qui sont là depuis 1000 ans et que quand on ne correspond pas à ces codes, on ne se sent pas inclus dans le monde. Soit on change notre comportement et on s'adapte aux codes et du coup on devient aussi un peu un requin politique, soit ça ne nous correspond pas et du coup on prend du recul par la politique et du coup il y a plein de personnes qui sont dégoûtées de ce qui se passe en politique parce que la structure ne leur convient pas alors qu'ils sont hyper intéressés par ce qui se passe, alors qu'ils sont hyper engagés et on a besoin de changer les codes pour que tout le monde se sente un peu à l'aise et qu'on ait une politique bien plus morale et saine. Il y a la violence en politique. En tant que femme, je pense qu'on peut le vivre aussi. Bien sûr. Ce qui est intéressant, là je vais peut-être faire une analyse historique peut-être fausse, mais on est 70 ans après De Gaulle et j'ai l'impression qu'en fait on est dans la fin d'un cycle qui est très marqué par l'après-guerre, les 70, les 30 glorieuses, etc. Et que les personnes politiques qui ont grandi dans ce bain-là, petit à petit vieillissent et du coup disparaissent du champ politique. Et du coup, il y a un renouvellement, mais c'est un renouvellement qui est assez lent. Un renouvellement de l'Assemblée nationale et du coup des méthodes politiciennes et des partis de l'époque. On voit que les grands partis des années 70 sont en grande difficulté. On l'a vu avec LR, c'est la fatigue, avec LR et le PS. On voit que c'est des partis qui sont en train de se renouveler, etc. et qui se cherchent. Ouais, et puis ça veut dire que la demande évolue, quoi. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire que c'est pour ça que pendant la campagne présidentielle, les candidats qui se revendiquaient de politique ont 70-80 ans. Ça me faisait, je pense évidemment à Éric Zemmour qui parlait tout le temps de Gaulle. Moi-même, quand j'ai fait des interviews avec des candidats qui se revendiquaient de Gaulle, je fais De Gaulle, il est mort il y a 70 ans, il faudrait peut-être laisser le cadavre se refroidir. Oui, mais d'accord, mais ça, il faut prendre le meilleur de ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire que moi, c'est pas tout un système qui est à jeter. Je pense qu'aujourd'hui, même à l'Assemblée nationale, il y a des choses qui sont très bien, qu'il faut conserver. Il y a des codes qu'on doit garder. On doit garder le meilleur. Par contre, ce qui est à la source de l'absentéisme, du désintérêt de la politique, ça, effectivement, il faut y remédier, je pense.
Et juste pour savoir très rapidement, vous êtes tous pour garder la 5e, passer à une 6e, ou est-ce que vous avez des positionnements différents là-dessus? Moi, 5e. C'est un peu difficile pour moi de me prononcer là-dessus parce qu'il y a un côté stable et évidemment, enfin, les institutions de la 5e, voilà, globalement fonctionnent, pas sur tout évidemment, mais ils fonctionnent pour la stabilité politique. Est-ce qu'il y a des choses à changer? Oui. Après, quelle forme ça doit prendre? Je pense qu'il y a une réforme des institutions à faire, ça c'est clair. Après, est-ce qu'on doit aller... Rappelons ici. que Macron avait tenté, lors de son Ouais, élection avec la réforme constitutionnelle, qui n'a pas pu aller au bout, Mais qui n'allait puisqu'il pas assez n'avait loin, pas de la toute majorité des 3/5 au Parlement. Donc il y a aussi cette difficulté de... Voilà, il y a une vraie difficulté pour changer les institutions ou sait même que- réformer un tout petit peu. Enfin, C'est ça la difficulté, c'est que pour changer les institutions, il faut que ceux qui sont élus l'acceptent. Oui. Et le problème, Et on c'est sait que que c'est c'est des souvent le gens qui problème. sont, notamment les sénateurs, qui sont en politique depuis très longtemps, qui connaissent si bien les rouages et qui ne veulent pas changer parce qu'ils sont très bien dans leur gros fauteuil. Et du coup, pour les bousculer un petit peu, c'est très compliqué. Alors que la société civile le veut vraiment, qu'il y a un renouvellement des pratiques et qu'on change la manière de faire la politique beaucoup plus participatif, beaucoup plus consensuel. Et que la 6ème République, ça marque vraiment un changement structurel du fond de la Constitution. Moi, le texte de la Constitution, je l'aime beaucoup, mais il ne fonctionne pas, on ne l'applique pas vraiment. J'adorerais avoir une cohabitation, je trouve que ça serait super intéressant que vraiment on réserve des pouvoirs précis au président et que le gouvernement soit fait par une majorité à l'Assemblée, qu'on associe bien plus la société civile lors de l'élaboration des lois. Il faut vraiment Il y a associer aussi la bien question plus. d'efficacité. C'est-à-dire que oui, peut-être que... C'est la démocratie après. Oui, Soit on veut faire des réformes à fond et sans consulter, soit on associe vraiment les gens. Non, et non, du mais coup, le problème, non, mais je suis d'accord, mais le problème de la cohabitation principale, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que si les ça marchait très Français, bien avec Jospin. si et les les Français autres, élisent un cohabitations qu'on a eues. président pour un programme et que ce programme ne peut pas être appliqué, c'est vrai que ça peut aussi poser des problèmes pour les Français qui disent bah moi j'ai élu tel président et maintenant j'ai pas le programme qui marche. Puis on utilise c'est- le 49.3 ça au avait final, du hein. sens C'est pas pour- terrible non plus. Ça avait du sens en 2007 quand Macron a été élu en tant que premier président sur son programme et que du coup on lui donnait une majorité pour appliquer son programme. Maintenant, 5 ans plus tard, pour un deuxième quinquennat, il a été élu sans vraiment de programme structurel, il y avait quelques mesures, mais on ne connaît pas l'entièreté de son programme. Et du coup, il y a aussi besoin de changer la manière de faire de la politique 5 ans après pour un second quinquennat, lui réserver l'international et les affaires étrangères s'il le souhaite, parce que c'est ça qui appartient aussi au président de la République, mais qu'on a un gouvernement beaucoup plus à Alors gauche. moi, C'est vrai que ça j'aimerais- change. Ouais, vas-y, J'aimerais- vas-y. pardon, j'aimerais bien quand même voir une cohabitation s'il y a une crise sanitaire qui reprend. Moi, c'est aussi ça qui me fait... Parce que, je veux dire, l'efficacité qu'il y a eu pendant la crise sanitaire, elle était quand même... avec une cohabitation, ça aurait été... ouais, c'est bon. Non, moi, je Bien. rigole parce que Dans à chaque fois qu'il y a un Mais non, mais attends, c'est pas le débat macroniste d'idées. qui donc. dit ça s'est bien passé, je vois. Mais Non, alors, alors, Sans alors, je parler le dis tout de de- suite, c'est mon plaisir de journaliste politique. À chaque fois qu'il y a un macroniste qui dit ça, les invités qui font. C'est mon petit plaisir. Conteste. Non, mais là, c'est pas le but du débat. Donc, voilà, non, mais ce que je veux dire, peu importe ce qu'on pense, si Mm. c'était bien, pas bien, en tout cas, je parle de l'efficacité sur la prise, les mesures, dans le Bah, sens pas efficace. Au au contraire, je sens, crois qu'il y a eu aussi beaucoup de demandes de décentraliser bien plus les prises de décision. mais c'est et- dur je comprends. Hein. Mais dans notre système français, c'est dur parce que c'est pas dans Oui. notre culture. Mais Et en ça même temps, marcherait bien plus. Comment est-ce que, dans une période Covid, on va avoir enfin, comment est-ce qu'on peut consulter vraiment les gens quand on est dans l'urgence? Moi, c'est ça la question. Là, je prends un exemple qui est vraiment particulier, mais qui s'est passé. Et donc, c'est aussi ça. Moi, je pense effectivement qu'il faut aller beaucoup plus vers la société civile, qu'il faut prendre le temps, etc. Mais ça dépend pourquoi. Mais au moins associer les régions, les ARS, en tout cas pour la crise Non, mais sanitaire. bien sûr, ça, C'était mais une ça a demande été- des régions. ça a quand même été globalement fait, même s'il y a eu Oui, des oui. mesures d'urgence. Mais voilà, c'est dur d'associer toute la population, par exemple, voilà, sur Je crois que c'est aussi une conception de notre vie civique qu'il faut totalement changer. Et du coup, on parlait d'éducation civique, mais de nous permettre à chacun de réfléchir sur comment on voit la société, comment on voit la démocratie. Et du coup, ça arrivera dans les pratiques et dans les textes dans plusieurs années, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais c'est de se dire, comme on disait, tout le monde est compétent pour prendre des décisions et pour être en politique. Et donc, si concrètement on le fait et qu'on arrive en haut en politique, et ça fonctionnera beaucoup plus en fait. Et ça sera beaucoup moins clivant, et ça sera beaucoup moins dans l'opposition. Alors je suis d'accord sur ça. Et en même temps, moi je le vois en tant qu'élu local, quand on veut faire de la participation, il y a peu de personnes qui participent réellement. Même quand on laisse le champ libre, enfin je veux dire, parce que les gens ont une vie en fait. Et ils s'occupent d'abord de cette vie-là qui est déjà bien remplie avant Mais de est-ce penser que du coup, ce serait pas à terme d'essayer justement de parvenir à concilier les deux? C'est-à-dire que
chaque citoyen pourrait à la fois mener sa vie J'aimerais bien. personnelle avec sa famille, ses sorties, et à la fois s'investir en politique parce que ça les concerne. Alors qu'aujourd'hui, on a des politiciens professionnels qui sont là, c'est leur métier, ils font une carrière au même titre qu'une carrière, je sais pas, dans le commerce, voilà. Alors que la politique, c'est pas un métier comme les autres, c'est pas un job. La politique, c'est servir son pays, c'est servir les intérêts des Français. Et donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, hein, mais donc tout le monde doit être impliqué, quoi. C'est pas, voilà, moi, J'aimerais juste apporter une nuance sur parce que du coup on fait un peu on tape un peu sur les vieux politiciens, etc. Mais il y en a pour le coup qui ont vraiment dédié leur vie à ça, avec aussi des Ah oui, sacrifices tout à fait. familiaux. Enfin, je veux juste le dire parce qu'il y a des gens bien en politique. Ah, Il mais faut tout aussi à le fait. dire. Heureusement, il y a des gens bien. C'est quand même. J'ai travaillé à l'Assemblée nationale et je vois le travail que ça représente. C'est Ah oui, tous les c'est- jours, Ah, mais tous tout les à fait. week-ends, Oui, tous les soirs. faut le dire que quand même la légende que les députés ou les sénateurs sont des gros flemmards, il y en a Mais qui il y a glandent. toujours- comme partout, Il y en a voilà. qui l'ont. Mais, oui. Mais c'est et il faut encore plus, et je le dire, féliciter les attachés parlementaires qui font une masse de travail, qui certains dorment à même le sol enfin à l'Assemblée ou des trucs comme ça. C'est quand même une vraie masse de travail derrière, quoi. Il faut remercier tout à fait. aussi ces fourmis de la démocratie qui font un gros travail aussi. Il ne Oui. faut pas l'oublier. ça. Faire la politique, de toute façon, c'est avant tout servir son pays. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain Alors ça, âge, on ça peut c'est être un usé. vrai débat. Oui. Mais non, mais je vais Cool. le poser. Dire des questions. Non, mais parce que j'en profite, parce que j'entends souvent ça. Pour vous, la politique, c'est en priorité servir son pays ou servir ses concitoyens? Parce que ça, c'est un vrai débat sémantique politique. Ah oui. Je suis en politique pour défendre mon pays et ses intérêts ou défendre mes citoyens et leurs intérêts? Pour moi, c'est lié. C'est-à-dire que quand tu défends ton pays, c'est pour les citoyens, c'est pour les Français qui y habitent. En tout cas, moi, je veux défendre mon pays pour les Français qui y habitent. En fait, les deux sont liés. On ne peut pas défendre son pays sans penser aux Français. On ne peut pas défendre uniquement les Français. Enfin, pour moi, les deux sont vraiment étroitement liés, en fait. Ils sont indissociables. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Oui, je suis assez d'accord. Moi, je suis plutôt dans le mode, personnellement, de servir l'intérêt des gens et des citoyens. quelle dans- nuance tu apportes entre servir son pays Parce que et- j'ai plutôt l'idée de servir son pays un peu international, défense. Ah, dans c'est ce plutôt sens-là. dans ce sens-là. D'accord, C'est-à-dire d'accord. que moi, je me place plus sur les Ah choses. oui, on est d'accord. ouais. Mais bon, en soi, l'environnement, c'est quand même un des sujets et c'est quand même effectivement plus global. Et c'est servir, même au-delà de la France, d'ailleurs, c'est servir le monde. Mais effectivement, c'est difficile de faire une distinction. je Ouais, suis les deux d'accord. sont assez liés quand même. Et servir les générations d'après aussi. Donc, c'est pas que les citoyens qui sont maintenant, mais c'est Ouais. la planète, les prochaines générations, ce qui va se passer après. Oui, c'est vrai qu'il y a une urgence climatique quand même qui, Oui. Et là, qui ça arrive va. un peu Faut l'oublier vite. quand même, celle-ci. Un peu vite. hein. Voyons. Ouais. Mais on parlait du temps que ça prend d'être engagé en politique et que, du coup, il y en a beaucoup qui deviennent professionnels parce qu'ils ont un salaire et du coup peuvent se pérenniser et que ça leur permet d'exister, de travailler en politique. Et on reproche beaucoup aux jeunes du coup d'être pas engagés en politique, mais c'est aussi que beaucoup de jeunes sont des étudiants ou des jeunes actifs, doivent parfois travailler le week-end avec des jobs étudiants et du coup sont en situation de difficultés financières, parfois doivent redoubler leur année parce qu'ils ont des jobs étudiants à côté. Et du coup, où est-ce qu'on trouve le temps de s'engager? Même dans des associations, même pour manifester, ça prend du temps en fait. Et donc, comment reprocher à une jeunesse qui est en précarité? On l'a bien vu avec la crise sanitaire, c'était encore plus compliqué de subvenir à ses besoins. Et après, de aussi s'engager en politique, de aussi faire de l'humanitaire, de machin, de trouver un travail, quand on a un premier emploi, de montrer qu'on est compétent et que de pérenniser son CDD pour avoir un CDI. Enfin, c'est toute cette conception sur la vie où on a le stress d'avoir une vie professionnelle et, où on est épanoui. Et du coup, il faut aussi qu'on ait un temps en tant que citoyen pour s'engager. Donc, ça passe aussi par avoir des revenus étudiants ou un RSA pour avoir le temps de s'engager et de donner de son temps pour les autres, pour la patrie, pour la nation. Mais pour voilà, autant de... Après, oui, mais tu vois, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, justement, le but, c'est d'essayer d'allier les deux. Nous, c'est ce qu'on fait. Moi, ça fait 1 an que je suis chez GZ, pardon. Et du coup, bah, ok, samedi soir, je viens de sortir, c'est normal, j'ai fini mes études, j'ai fini ma journée de cours, je viens de prendre un verre avec mes copains. Bon, bah, je vais à Génération Zemmour avec tous mes copains de GZ, et donc en même temps, on milite, ou alors on va coller des affiches. Bah, voilà, c'est un moment aussi de détente où on est entre copains. Et pour moi, l'avenir un peu, le moyen pour investir la jeunesse en politique, c'est justement d'allier, c'est de là, allier vie sociale, vie personnelle avec la politique, pour pas que ce soit uniquement... C'est ça le problème. Hein. Ouais. Oui, On mais s'enferme dans. Enfin, moi, je le vois aussi, les gens que je côtoie, de plus en plus, c'est que des jeunes qui sont engagés en politique, et donc on est dans un cercle fermé, et ça, c'est hyper. Et Ouais, on ça, tombe c'est dans hyper. les travers de la politique Voilà. des grands, comme on dit.
C'est pour ça d'être élu local, c'est aussi hyper important. Enfin, moi, je trouve que... Toi, tu serais pour qu'on remette la double casquette possible Non. député-maire? Non, ça a du sens sur le fait effectivement de garder un ancrage local, mais ça n'a pas de sens parce qu'on n'a pas le temps de faire les deux, c'est impossible. Enfin, vous aviez des fois des maires de grosses villes qui étaient en même temps députés. Conseil régional. Non, mais c'est impossible à tenir. Mais ça a du sens. Par contre, j'accepte que ça ait du sens sur le fait de garder un ancrage local. Donc conseiller municipal qui est autorisé. Bah, c'est pas dans la Un ancrage local quand même. dans la Constitution, enfin normalement, mais je suis d'accord, hein, mais normalement, c'est les députés de la nation. Donc l'ancrage local n'est pas censé être obligatoire, je dirais, mais il me semble nécessaire, hein, je suis d'accord. C'est vrai que dans la pratique, c'est quand même souvent le cas. Ouais. En tout cas, les partis investissent souvent des personnes, et voilà, je sais depuis 40 ans, bon bah, c'était plus Est-ce que t'as la de légitimité pour ce poste-là, alors qu'on a besoin de renouveler totalement les visages? Moi, je suis totalement contre le cumul des mandats, mais quel qu'il soit, en fait, même quand tu es conseiller municipal et que tu veux avoir un autre poste, les gens t'ont élu pour un mandat et tu veux convoiter un autre mandat pour après exister encore plus. Je comprends que personnellement, ce soit hyper captivant de vouloir faire la politique et grandir. Si t'élisent, ils t'ont décidé pour avoir les deux. Oui, en fait, S'ils c'est veulent le que parti tu qui t'a gardes que désigné. ton... Oui, mais s'ils veulent que tu ne gardes que ton mandat, ils ne voteront pas pour toi. Je pense que si je suis C'est pour pousser au bout, si tu je vois, suis élue, la je pourrais être réflexion. conseillère municipale toujours, hein, c'est pas un mandat Ouais, mais qui du coup, prend- je trouve que tu prends la place de quelqu'un d'autre qui voudrait aussi s'engager et qui n'a pas l'opportunité de le faire parce qu'on lui dit bah non, Mais en même cette place temps, est prise par quelqu'un d'autre. je vais pas démissionner au bout de 2 ans. Ah non, mais bien sûr. Hein. Mais en plus, je comprends tout à fait ta position. Ouais. Mais je me dis qu'on n'a pas assez de jeunes et du coup, ceux qui cumulent d'autres mandats à grande échelle prennent la place de d'autres personnes qui voudraient aussi s'engager et qu'on leur dit bah non, à ton tour parce qu'il y a un tel qui est en politique depuis 20 ans et qui cumule parce que il fait très bien son travail, peut-être. Ouais, Mais on a besoin Mais c'est vrai que ça, c'est aussi d'affirmer. important. Je suis totalement d'accord avec voilà, ce renouvellement, etc. Après, c'est quand même important d'avoir des gens qui soient implantés territorialement, qui connaissent peut-être très bien ce métier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas Il y un a aussi métier. oui, non, mais oui. Ouais, Mais il tu y a vois ce que des je veux dire? choses à- C'est que c'est quand même à temps plein, c'est quelque chose. Je suis d'accord pour élargir, renouvellement, etc. Jusqu'à une certaine limite, il faut quand même que ce soit des gens qui sont intéressés, qui soient par exemple, l'ancrage territorial. Je trouve ça hyper important. En fait, c'est d'avoir des gens qui représentent à la fois les intérêts de la commune, de la ville, et à la fois les intérêts nationaux. Et ça, je pense que tout le monde ne peut pas prendre cette place-là. En tout cas, moi, j'essaierai de privilégier les personnes vraiment investies, qui sont vraiment portées par la cause, justement pour éviter cette espèce de je viens pour me servir, je viens pour ma carrière, alors que quelqu'un qui veut vraiment servir à sa commune, moi je suis là depuis 40 ans, j'ai vraiment envie de la servir, je pense que ça éviterait un peu les magouilles politiciennes et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. J'aimerais vous poser une question sur votre engagement, d'autant plus que vous êtes des femmes, des jeunes femmes. Est-ce qu'on vous a déjà fait des remarques pendant votre campagne sur votre jeune et sur votre position de femme, sur votre engagement politique? Oui, parce que ce matin, alors j'hésitais pas, parce qu'on fait plusieurs gares, et ce matin, à une gare, c'est la première fois que ça m'arrive là, dans cette campagne. Il y a un monsieur qui est arrivé vers un militant en disant je ne voterai pas pour Charline, elle est trop jeune, il faut qu'elle fasse ses preuves. Mais je voterai pas pour Olivier Faure non plus, parce que lui, ça fait trop longtemps qu'il est là. Donc, il y a un moment, c'était très compliqué parce que, bon, après, les gens, ils parlent, voilà, c'est pas... mais c'est vrai que j'ai eu cette remarque-là. Par contre, derrière, j'ai plein de remarques positives qui disent, bah voilà, heureusement que les jeunes s'engagent. Les personnes âgées sont hyper contentes pour le coup. Ouais, c'est vraiment... Ouais, les personnes âgées, la jeunesse, ça déroge pas. Ah ouais, au contraire. C'est ça, moi j'ai eu la première remarque ce matin, juste Ah avant bah. de venir, enfin mais pas ce matin, là, juste avant de venir, j'étais en tractage et quelqu'un m'a dit mais vous n'êtes pas un peu jeune, voilà, vous n'avez pas fait vos preuves encore, il faut que vous alliez travailler, etc. Mais sinon globalement, comme vous, j'ai que des bons retours en disant c'est génial que la jeunesse s'engage, parce qu'en fait ça assure quand même d'un certain héritage, quoi, voilà, que ça se poursuit, que ça continue. Je pense que les personnes âgées, ça les rassure beaucoup. Ouais, ça leur fait vraiment plaisir. Ouais, on a vraiment un bon accueil. Il y a quelques phrases anecdotiques qu'on retient qui sont drôles. Moi, on m'a dit que tant que j'avais pas d'enfant, je pouvais pas savoir ce que c'était la vie. Ok, très bien. Ça Après, va pour les tout de enfants suite. du coup, hein, parce que t'as pas le choix du Bah ouais, du coup. Tu connaîtras rien sinon. Oui, puis on m'a dit aussi, moi à ton âge aussi, je pensais comme ça, moi aussi à ton âge. Et après, j'ai appris la vraie vie. Bon, bah, c'est peut-être négatif pour toi du coup. Mais globalement, les gens sont hyper réceptifs à notre engagement, trop contents de voir la jeunesse qui arrive et qui est hyper dynamique et
qui a plein d'énergie en fait. Enfin, nous, quand on fait des tractages, on est à fond, après on va boire des verres et ça montre que c'est sympa de faire la politique. Et même par rapport à mes potes ou à d'autres gens qui suivent un peu ma campagne, qui voient à quel point c'est une dynamique collective et que c'est super de s'engager. Non, je rigole parce qu'il y a plusieurs. Il y a Benny qui dit oui, tant que t'as pas d'enfant, tu connais rien, c'est la vérité. Alors je sais pas s'il plaisante ou pas. Juste au-dessus, j'apprends que je suis un gauchiste. Voilà, je suis un méchant gauchiste. Non, je fais gauchiste dans mes questions. Un peu. Mais Ah mince, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Je suis versé à jour, mince. Mais non, ça me dérange pas. Oui, non, juste pour ajouter un petit truc. Vas-y. Je trouve que qu'on parle pas assez des suppléants, mais en fait c'est quand même hyper important dans une élection. Et par exemple moi j'ai fait le choix de prendre un suppléant, un homme qui est plus âgé, justement pour avoir cette complémentarité là, parce que faut pas non plus que cracher sur les personnes plus âgées, ils ont aussi d'autres choses qu'on n'a pas. Par exemple, mon suppléant il a déjà fait beaucoup de campagnes, donc il a une certaine expérience, il connaît assez bien, voilà, il met sur des aspects pratiques, et je trouve ça aussi important et assez intelligent en fait. D'avoir, voilà, on a un peu un binôme et chacun représente et porte le meilleur de ce qu'il a. Nous, on a plein de choses à apporter et on a aussi d'autres choses qu'on n'a pas et qu'on va acquérir en grandissant. Et je pense que les personnes plus âgées aussi, ils ont peut-être plus l'expérience, la sagesse. Nous, parfois, je suis peut-être un peu, voilà, première campagne, on a envie de tout faire, tout machin. Et c'est vrai que parfois, bon, ils posent un peu, ok, on va mettre ça à plat, on va voir. Et je trouve ça assez complémentaire en fait. Moi, j'ai une suppléante, donc je suis hyper contente parce qu'on a un binôme féminin. J'ai une suppléante super énergique qui va à fond, qui est élue locale aussi dans une autre ville. Enfin, elle est assez incroyable, heureusement qu'elle est là. Pour le coup, elle n'avait pas fait de campagne en son nom avant, moi si. Donc du coup c'est marrant parce qu'on est complémentaires d'une autre façon aussi. Mais par contre, bon, elle est sur le terrain, c'est génial, enfin, c'est un bonheur. Et puis le béno féminin, il passe très bien. Il passe très très bien. Ouais, c'est cool ça. Moi, c'est plus sur physiquement. Parfois, je me sens pas en sécurité du tout quand je tracte. Ah ouais. On a un peu tous les défauts en politique. On est jeunes, on est des femmes. Et donc, quand on veut imprégner aussi la volonté d'être élu, physiquement, par rapport à d'autres militants ou par rapport à des personnes, parfois, je me sens vraiment en insécurité totale. Et c'est dommage parce que ça peut en décourager plus d'un. Moi, là, je suis à fond et jusqu'à la fin de la campagne, j'y vais à fond. Mais après, il faut vraiment se poser la question de est-ce qu'on a la force de se prendre des coups, de se prendre des remarques, de se faire harceler. Des menaces ou encore sur le terrain. Je crois qu'on est le seul parti, on a un service d'ordre à chaque tractage. On est le seul parti. J'ai discuté d'ailleurs l'autre jour avec des militants l'AREN qui étaient aussi hyper étonnés. Mais en fait, on a eu tellement d'agressions qu'on a un service d'ordre sur chaque tractage et je trouve ça scandaleux. Il y a eu une attaque, il y a eu une militante. militante. 3 gardes du corps, entre guillemets, qui rôdent sur les collages, sur les réunions. Le jour, j'ai fait une réunion publique, on avait 15 services d'ordre. Parce qu'en fait, il y a eu tellement d'agressions, on se fait tellement attaquer. C'est pas normal, en fait, parce que chacun débat. Mais moi, quand je vois des militants d'autres partis, on est très cordiaux. Enfin voilà, on fait notre campagne, quoi. Et non, nous, on a tout le temps un service d'ordre. Et ça rajoute un stress, quoi. Parce qu'on a juste envie de tracter, de militer, de discuter. Et on se dit, oui, on peut se faire agresser, quoi. Donc, heureusement qu'il y a des personnes à côté de nous, quoi. Je sais que c'est déjà arrivé, mais moi j'ai une réunion publique lundi, je me dis, voilà, il va faire attention aussi, on ne sait jamais. Moi, pour l'instant, c'était des agressions ouvertes. Enfin, agression, c'est un grand mot. Un peu d'agressivité verbale. Voilà. Mais c'est déjà pas normal parce que... Faut pas l'accepter non plus. Hein. Moi, j'ai un seuil de tolérance minimal dans ma vie privée. Je compte avoir le même en politique aussi et pas me dire, en fait, c'est la politique, je suis exposée, je peux encaisser des remarques, des agressions, du harcèlement. Non, en fait. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, parce qu'on parle du terrain, mais les réseaux sociaux... On me dit, attention Hugo, le service d'ordre va intervenir si tu continues à lui couper la parole. Non, mais justement, c'est la candidate Cécile Stieffen, qui est candidate Reconquête dans la deuxième circonscription de Loire-Atlantique, qui a publié une vidéo où visiblement des antifas ont tapé la voiture, des menaces, etc. Donc on est dans un milieu relativement tendu. C'est vrai que nous, on est particulièrement touchés, mais pour tous les partis, je veux dire, c'est inacceptable. C'est vrai que nous, on a connu quand même plus que la moyenne pour les présidentielles, faut le dire, on a quand même eu beaucoup de militants agressés. Mais en fait, c'est inacceptable, symboliquement, ça veut dire tu n'as pas le droit de t'exprimer. Je refuse que tu t'exprimes. Non, tout le monde s'exprime. Moi, vous imaginez bien que j'ai beaucoup de divergences avec LFI. Pour autant, quand je vois les militants LFI, chacun a le droit d'exposer ses idées sans se faire agresser, insulter. Il ne faut pas oublier qu'aussi, la vraie vie n'est pas Twitter. On sait que sur Twitter, il y a quand même des champions, mais la vraie vie n'est pas Twitter. Donc moi, je vois, là, on le voit, on débat en bonne intelligence, sans dire « Ah, islamo-gauchiste, va chiot !» Oui, bon, Yves, je le connais, il est en forme. Mais non, mais je trouve ça tellement plus...
je sais pas vous, mais moi, quand il y a des personnes qui m'agressent un peu verbalement et tout, je leur dis, mais débattez, expliquez-moi, enfin qu'on discute, quoi. C'est ça qui est intéressant et c'est vraiment pour ça aussi que je me suis engagée. C'est le fait de débattre, d'avoir. Moi, ma meilleure amie est LFI, vous voyez, donc on débat tout le temps, mais c'est hyper intéressant. Et je pense que chacun doit apporter, débattre, pousser dans les retranchements pour dire, bon, bah là, c'est contradictoire, là, ça va pas. Et sur les tractages, je trouve que c'est vraiment le lieu pour faire ça, quoi, pour échanger. On vient de me signaler que tu viens de te faire retirer ton investiture Reconquête pour avoir des amis LFI. Mince, mais non, on est très ouverts. À une semaine de la fin. Très ouverts, tout va bien. Il y a une question en haut du chat que je regardais. Oui, et qui est laquelle? Celle de Kerner. Si vous Ouais. êtes élu, vous prendrez un jeune comme collab ou une personne expérimentée? C'est marrant comme question. Oui. Je commence. Ouais, Bah, c'est une très bonne question. Moi, je pense que je prendrais quelqu'un d'un peu plus âgé, comme l'histoire du suppléant, c'est-à-dire avoir la complémentarité. Tout n'est pas à jeter, tout n'est pas à apprendre. Toi, ton suppléant, du coup, c'est Olivier Costet. Costet. Oui, on a imprimé les bulletins. Là, on va croire juste qu'il est vieux, avant, c'est pas un vieux, désolé Olivier. On mais a non, mais du quelqu'un coup de différent. Je pense que je celui prendrais quelqu'un de de différent. Charline qui est là, le bulletin de Charline. Bon, qui n'est pas coupé, c'est pas l'officiel que vous trouverez dans vos bureaux de vote. Hein. C'est vraiment l'imprimé avec une imprimante qui va pas bien d'ailleurs. Et celui de Allo aux enfants, il est dans les Et papiers au milieu. là. Et voilà, Allo aux enfants. Donc voilà, avec D'accord. voilà, Paul Ullmann qui sera le suppléant. Donc voilà. Hop, je mets, on reviendra sur les tracts après. Voilà. Voilà, ouais, c'est ça. En fait, je dirais que pour le coup, je ferai pas en fonction de jeune, pas jeune. On peut être jeune et avoir beaucoup d'expérience et être plus âgé et pas avoir l'expérience, donc ça veut rien, en fait, ça veut rien dire. Je pense qu'il faut prendre la qualité. Moi, déjà, un des premiers critères, ça va être d'être aimable et gentil avec les gens. Parce que je vois des collabs, qui sont pas des collabs qui sont mes amis, mais des collaborateurs qui peuvent être très mal aimables avec les gens dans la rue et tout. Et je trouve ça hallucinant. Enfin, c'est la représentation de l'élu. Et puis déjà, je comprends pas qu'on puisse prendre des gens comme ça et accepter des choses comme ça. Ouais. Donc ça, c'est mon je dirais, premier critère, presque avant la compétence, c'est le savoir-vivre. Bah, moi, je pense que ce serait une team de jeunes. Enfin, je sais que dans mes proches et à Allons enfants, on a plein de jeunes hyper dynamiques et engagés qui ont de l'expérience aussi en politique et d'autres pas du tout, qui ont envie de participer à la vie politique et du coup, ce sera l'occasion de leur donner la chance de le faire sans faire de jeunisme. Mais il y a plein de collaborateurs plus âgés, plus expérimentés qui sont avec d'autres députés et du coup, ça aurait du sens de mettre en avant des jeunes qui sortent de leurs études ou qui sont encore étudiants pour leur permettre de vivre ça. Donc, Tu penses pas que ça pourrait être d'avoir aussi des stagiaires complémentaire? aussi. Enfin, vous pensez quoi de la complémentarité, de dire, comme il y a un peu du bon à prendre partout, prendre le meilleur, quoi. Avoir le bon de l'un, le bon de l'autre et du coup être le meilleur possible. Ouais, et puis pouvoir faire apprendre du coup à des jeunes justement qui débutent avec quelqu'un peut-être un tout petit peu plus expérimenté qui puisse apprendre aussi. Ouais, pour C'est perpétuer le truc, ouais, intéressant c'est vrai. aussi de faire ça. Et la question n'était pas pourrie du tout. Non, aucune question pourrie. C'est moi qui l'ai. En plus, c'est moi qui l'ai eu. Il n'y a Je pas trouve de ça mauvaises questions, Ouais. il n'y a que des mauvaises réponses, Voilà. comme dirait l'autre. Moi, j'aimerais vous poser une question aussi sur quelle est la personnalité politique qui vous a intéressé à la politique. Moi, à titre personnel, c'est Maurice Leroy, qui est ancien ministre de la ville de Nicolas Sarkozy, avec qui je ne suis pas spécialement en accord sur les idées politiques, mais qui était mon député, et qui, quand j'étais au lycée, j'allais à son cabinet parlementaire pour discuter avec son attaché parlementaire. Les élèves de ma classe me regardaient en disant « Mais tu ne vas pas bien dans ta vie, Hugo. Pourquoi tu vas voir l'attaché parlementaire du député, quoi ?» Et vous, quel est le politique qui vous a dit « Oh, allez, vas-y, j'y vais. Je me lance ». moi, ça va être l'inverse. C'est des politiques qui m'ont pas donné envie. Ah, mince. J'ai pas aimé la manière dont ils faisaient la politique. Vladimir Poutine, quelqu'un a mis. Génial. Et Et du coup, j'étais fan de la politique, ça m'intéressait vachement. Je travaillais dans un ministère en lien avec beaucoup de parlementaires sur des projets de loi et ça me passionnait de travailler sur le fond et sur les textes, répondre aux amendements, faire des éléments de langage. J'adorais ça. Et je voyais que les parlementaires avec qui je travaillais, il y en a qui étaient très bien, qui étaient très engagés et d'autres qui n'en avaient rien à faire des sujets alors que c'est des sujets hyper importants et qui parlaient d'autres choses durant les débats et que moi quand j'étais dans l'hémicycle, j'avais 21 ans quand je suis allée pour la fois dans l'hémicycle, j'étais trop impressionnée, trop contente d'y être. Et derrière moi il y avait des gens qui parlaient de trucs qui n'avaient rien à voir avec ça et ça m'a dégoûtée du fait que ça se passe comme ça, quoi. C'est des tractations entre le cabinet et les rapporteurs, entre les groupes dans les coulisses, ils courent pour aller voter et ça c'est un truc qui me fait chier parce que c'est pas ça la politique, vraiment c'est pas ça qui donne du sens aux lois.
Et du coup, je me suis dit, je vais aller faire la politique parce que je veux faire autrement aussi et je veux que ça change vraiment. Et donc, c'est plus en opposition aux élus qui sont actuellement, que j'ai vus, pas tous, hein, mais que j'ai vus, que je me suis dit, on a besoin de faire autrement, on a besoin de jeunes, mais pas que, qui essaient de bouger un peu ça. Donc, il y a des élus que j'aime beaucoup, qui ont travaillé sur les lois sur lesquelles je bossais, qui sont trop cool. Mais il y a des manières de faire qui sont encore trop anciennes et que je ne peux pas supporter, qui me correspondent pas. Et c'est ça aussi qui dégoûte beaucoup la politique. Et moi, je sais jamais quoi répondre à cette question parce que c'est pas la première fois qu'on me la pose. Ah ouais. Et en fait, c'est même pas Emmanuel Macron, c'était pas sans ça. D'ailleurs, c'était plutôt l'organisation du parti, le fait c'était un peu par hasard qu'on m'a dit viens dans un comité local pour discuter, échanger, tout ça. Je me retrouve, j'avais quand même évidemment j'étais plutôt centriste, tout ça. Et j'y suis allée, je me suis dit c'est incroyable, on me laisse la parole. J'avais aucune culture politique, j'avais aucune expérience, j'avais 19 ans, je débarquais et j'arrive dans un salon avec des gens plus vieux que moi, et en fait ils me regardent et du coup vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Et j'ai trouvé ça incroyable, vraiment c'est valorisant en fait, il y a un côté vraiment valorisant. Après il faut y aller parce que ça a été une démarche. Ouais, carrément. Et c'est plutôt ça qui m'a donné envie de continuer en politique, c'est plutôt ce côté-là. J'ai pas de modèle politique particulier. Je pense effectivement il faut faire aussi à sa sauce et comme on le souhaite, je pense qu'on peut faire autrement. Ça veut pas dire que ça a été mal fait avant, ça veut juste dire qu'il y a aussi nos personnalités et il faut le respecter. Ouais, moi, c'est Éric Zemmour, mais déjà parce que j'ai 19 ans, donc c'est mon premier engagement politique. Donc je me suis engagée quand même à la base pour Éric Zemmour. Mais parce que je voyais une sorte un peu de renouveau. En dehors, là c'est pas le sujet de considération politique, c'était vraiment de voir quelqu'un justement qui n'était pas un politicien professionnel, qui était un journaliste qui avait tout à perdre, qui avait une vie très confortable et qui s'engageait. Je me suis dit, si lui il le fait, si lui il quitte quand même tout son confort, nous aussi. Et en plus, il s'est vraiment révélé comme... il se préoccupe vraiment des jeunes, en fait, de la jeunesse. Donc je me suis vraiment sentie impliquée et sentie attendue, si je puis dire. Attendue sur la scène politique et t'as ta place ici, en fait. Et on a vraiment, et on le sent dans le parti, on a notre place et oui, on est écouté, c'est valorisant de se dire notre avis compte vraiment, en fait. Les personnes qui ont 50 ans, parfois 30 ans d'expérience, qui nous écoutent et qui nous prennent en considération. Et ça, je pense que c'est pas le cas partout et on a de la chance, en tout cas les partis où c'est comme ça, c'est un atout. Je sais que chez Jeunes avec Macron, on avait une équipe qui travaillait pas mal sur les idées, qui faisait remonter des choses et notamment le repas Crous à 1 €. Ça vient des Jeunes avec Macron. On a fait un courrier en disant voilà nos propositions pendant la crise. Il n'y a pas eu que ça, mais pour moi c'est assez parlant parce que c'est quand même. C'était aussi les associations étudiantes qui l'avaient. Oui, bien sûr, mais on avait vraiment travaillé avec eux. Non, mais bien sûr, il n'y a pas que ça, mais on est écouté, quoi. On a été écouté sur ça et sur d'autres choses. Il y a eu aussi des amendements qui sont passés qui venaient de Jeunes avec Macron. Donc il y avait vraiment une écoute de la jeunesse. Et nous, on essayait aussi de sortir de notre entre-soi et d'aller voir les jeunes. On a fait plusieurs consultations sur le terrain, dans la rue, devant les universités pour justement voir et faire des propositions concrètes et qui ne venaient pas juste de nous et de ce qu'on vivait nous. C'était important aussi d'aller au-delà de ça. Par contre, moi j'ai grave besoin d'avoir des exemples pour me dire que je suis légitime dans ce milieu-là parce que c'est souvent compliqué de se dire qu'on a notre place et j'ai trop besoin de me dire il y a telle meuf qui est élue, qui fait la politique, tel jeune qui est élu, qui a sa place et ça se passe bien pour cette personne-là. Et du coup moi je me dis peut-être moi aussi je peux prendre ma place et ça va bien se passer et je peux m'épanouir dans ce milieu-là parce qu'on a besoin d'incarner aussi des figures. Et c'est un peu le sens de ma candidature en tant que jeune de montrer à d'autres que vous pouvez le faire et ça se passe très bien, c'est très positif, très dynamique et vous avez la place pour être en politique. On a besoin de figures aussi fortes. Et un soutien, je trouve vraiment que le soutien du parti est très important. Je pense que beaucoup de jeunes ne se seraient pas engagés s'ils ne s'étaient pas sentis soutenus, quoi. Dire voilà, on vous soutient, on est avec vous. Nous par exemple, c'est tout bête, mais on a beaucoup de jeunes du coup qui se présentent. Et on a vraiment des aides, c'est tout bête, mais une plateforme, par exemple, nous on ne comprend rien à l'administratif, on a une plateforme qui nous montre comment faire, des trucs ultra pratiques, faits pour nous en fait. C'est que le système est fait pour nous et du coup ça nous a donné envie, moi j'ai 19 ans et de me dire je serai aidée, tout va bien se passer, il n'y a pas de souci. Et ça c'est Plateforme important. qui n'est pas hébergée en France.
J'ai vérifié. Ah bah J'ai ouais, ça vérifié reprend. qu'il Hein. est- Ah bah non, mais je suis aussi là pour faire ça. Mais c'est vrai que... Mais de toute façon, Zemmour, il avait été déjà affiché. C'est pas parce que Zemmour avait été déjà affiché pendant la campagne que le site de Reconquête est hébergé aux États-Unis, etc. Par la plateforme qui propose ça aussi. Donc je le redis toujours parce que c'est vrai qu'il y a les actes et les propos qu'il faut remettre Ouais, de temps tout en à temps. fait. Là, le débat, c'était surtout sur la plateforme, sur l'aide aux jeunes, et je trouve que la Oui, plateforme, bien c'est un sûr. très bon soutien Mais pour les jeunes, et j'en ça nous a profite. vraiment aidé beaucoup de... Et j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de candidats qui m'ont dit, mais ça nous a sauvé la vie, quoi. Je sais pas comment on aurait fait. Oui, c'est sûr ça. qu'avoir les plateformes dédiées, ça aide. Bah oui, tout à fait, ouais. Bah, comme on dit, c'est vraiment un monde hyper compliqué administrativement, financièrement. Je sais pas comment vous faites vous pour vos campagnes. Mais moi, je combine ma vie professionnelle qui est hyper intensive avec ma campagne et j'essaie de faire tout au maximum. Mais comme je suis pas une pro de la politique, j'ai pas de salaire et du coup, je suis obligée de continuer à travailler 10 heures par jour et de combiner ça. Et du coup, mes journées, c'est hyper intensif. Soit je vais tracter très tôt le matin, du coup, je vais après terminer le tard le soir le boulot. Soit je pars très tôt le matin au boulot pour aller tracter le soir. Et du coup, c'est combiner tout ça. Et ça montre aussi que c'est très compliqué quand on est jeune et de s'engager parce qu'on a une vie professionnelle aussi à prendre en compte. Mais normalement, tu peux. Alors, je peux prendre des congés, je peux me mettre en disponibilité également. Mais matériellement, mon boulot ne me permet pas de prendre des congés parce que j'ai une base de travail assez importante qui fait que je ne peux pas tout combiner. Et du coup, je dois tout faire en même temps. Et c'est aussi la difficulté qu'on n'a pas de congé, de quand tu veux t'engager à une élection ou dans la vie politique. Faut que tu combines ça avec tellement de choses. Quand t'es mère d'enfant, faut que tu combines ça avec ta vie familiale. Et donc ça crée tellement de discrimination dans l'accès à l'engagement, politique ou pas en fait. Mais on a besoin d'avoir des aides financières, d'avoir une aide administrative, d'avoir un vrai statut d'élu pour pouvoir s'engager et être sûr de trouver un travail en sortant. Et ça crée toute une dynamique beaucoup plus collective et participative. Et donc là, c'est vraiment aussi comment structurellement changer la vie des personnes pour que tout le monde puisse arriver à un poste d'élu et savoir que financièrement, ça va bien se passer dans sa famille. Ouais, mais de toute façon, c'est un risque. Ouais. C'est un risque énorme et ça l'est pour presque tous les candidats. Après, effectivement, il y en a où on sait qu'ils vont être remboursés. Je sais que je serai remboursée, donc effectivement... C'est plus confortable. C'est beaucoup plus confortable. C'est pas, ça n'a rien à voir. Je suis là-dessus. Je sais bien Il y a un difficile, sujet sinon. aussi, juste qu'on n'a pas abordé, mais c'est vrai que dans l'engagement des jeunes, il y a aussi, je trouve, le regard de l'autre. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ne veulent pas s'engager, d'ailleurs de droite comme de gauche, qui disent j'ai peur que certains amis me tournent le dos, que ma famille qui ne pense pas comme moi soit méfiante à mon égard. Et j'ai entendu beaucoup de témoignages comme ça, des personnes qui ont un peu peur en fait, de s'affilier à un parti et de dire voilà, ça c'est mes convictions et je les exprime aux yeux de tous. Il y en a qui veulent garder ça privé, personnel et qui ont... Voilà. Et j'ai eu vraiment étonnamment beaucoup de témoignages comme ça, moi, d'amis qui me disent non, c'est compliqué quoi, j'ai pu perdre des amis, à la fac comment ça va se passer et c'est vrai, c'est vrai. Moi, notamment quand j'étais à l'université, j'ai été suivie, j'ai été menacée. Donc effectivement, s'afficher politiquement, c'est quelque chose qui peut... il faut le faire, je vais très bien. Mais vous avez il y a une étiquette là. Et, Ce qui est pas normal, c'est qu'il y ait des conséquences en fait. Et c'est que du coup, il y a des conséquences parce que quand on sait pour qui... Enfin, quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne demandez pas pour qui il vote. Sauf que moi, quand on me demandait mon boulot à l'Assemblée, forcément, après on me disait mais quel groupe politique ? Et donc, j'étais obligée de parler de ça. Déjà, franchement, tu fais ça toute la journée, t'as pas envie de parler politique en rentrant, que ce soit avec un chauffeur Uber, ça tout le temps. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Oh non, allez, c'est parti, le débat. La question qu'on a toujours en ce moment, petite parenthèse, c'est alors la campagne ? Et hop, c'est reparti. C'est ça, et du coup, c'est ça, effectivement, c'est un peu, c'est des métiers, là je parle vraiment de métiers d'attaché parlementaire, ou même élu, où on est étiqueté, et ça, la conversation va tourner autour de ça. Et même la candidat en soi. Épuisant. Moi j'ai plein de profs qui savent du coup, donc il y en a qui sont très contents et qui me soutiennent, et d'autres qui, d'autres groupes vont parler de moi, dans l'autre groupe j'ai une candidate, machin, ou même des amis. Je trouve ça un peu, je trouve ça un peu dommage. Et je pense que ça peut freiner pas mal de personnes. Ouais. Je vais prendre l'exemple de Noé Petit, qui est du coup le candidat NUP, qui aurait dû être là, mais qui malheureusement a eu un empêchement, qui expliquait dans une interview à Brune Palais, une chaîne Twitch fait par la LFI pour les candidats, etc., où il expliquait que lui, dans son lycée, parce qu'il est encore en lycée, il se faisait menacer, etc. LFI. Alors lui, il est LFI, Okay. et il expliquait, je le cite, par les FAF du lycée,
cette fois je mets les citations, par les faves du lycée qui mettaient des affiches Zemmour sur son... C'est la première fois que j'entends ça, mais Non, d'accord. non, mais c'est Dans les facs, sa Non, mais citation. je te prends, Hein. Il dit, voilà, il met des affiches, il parle de moi dans mon dos, il parle bien fort dans les toilettes quand j'y suis voilà, enfin, mais de toute façon, c'est Non, pour... mais bien sûr, mais c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Et surtout, C'est ça. dans pour tout les, le monde. dans les lieux, c'est vrai que dans les écoles, moi, j'ai beaucoup d'échos comme ça, dans les universités, bah oui, il y a des... Bah, tu vois, c'est ça, en fait, tu passes dans les couloirs, tu entends des gens qui font exprès de parler fort, moi, j'ai des profs qui m'ont traité de raciste, et donc forcément, ça peut dissuader, soit on peut avoir cette force de caractère-là, mais ça peut quand même dissuader et se dire, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de me prendre entre guillemets tout ça dans la gueule, quoi. Enfin, Ouais, c'est un milieu qui, de toute façon, qui, je pense, restera très violent Oui. encore. Non, je pense qu'il faut être fier d'être engagé, de ses convictions. De toute façon, on ne les changera pas. Et enfin, on peut évoluer avec le temps, mais voilà, c'est nos convictions et il faut en être fier à un moment donné. Et c'est dommage, c'est effectivement dommage, et je l'ai vécu plein de fois aussi, ces attaques. C'est terrible, franchement, c'est terrible. Ouais. Et on se pose des questions. Enfin, moi, je me suis dit, un jour, je vais me faire... on va me casser la gueule, quoi. Ouais, j'ai été C'est des terrible, hein. menaces de mort, j'ai mes premières menaces de mort. Wow. Oui, Constance, je vais te tuer, je vais te suivre que chez toi. Je me suis dit, mais au nom de quoi, en fait? Au nom, Il y a des gens... Le problème, c'est que comme c'est un monde très violent, parce que les personnes qui sont très violentes et perpétuent ça. Et que c'est quand tu- hystérisé, et surtout. voilà, exactement, parce qu'en plus avec les réseaux sociaux ça augmente et comme les partis d'extrême gauche et d'extrême droite montent beaucoup, bah, ça hystérise encore plus le débat. Les personnes qui veulent s'engager en politique, soit du coup ils prennent ces comportements violents pour exister et se pérenniser, soit sont dégoûtés par ce qu'ils ont pu vivre ou voir et du coup n'y entrent pas. Et du coup ça perpétue les cycles de violence parce que c'est toujours les mêmes qui y sont, il n'y a aucun renouveau et que il faut qu'il y ait des jeunes et des femmes et qui ont vécu ça et qui se disent non ça me convient pas mais je reste pour que ça change aussi. Mais c'est hyper dur, c'est-à-dire qu'on prend encore plus sur soi, que notre vie est aussi dévouée à que les autres changent aussi, donc c'est très c'est dur prenant. à changer parce qu'en fait, là tu parles du système, mais c'est vrai que les menaces ou ce qu'on peut avoir, c'est souvent de la part de personnes qui ne sont pas forcément dans le monde politique, quoi. Et donc comment changer un peu les mœurs et dire aux Français, on est dans une démocratie et donc chacun doit s'exprimer et donc non, tu peux pas en fait insulter quelqu'un ou menacer de mort quelqu'un parce qu'il pense pas comme toi. Je pense que c'est aussi un changement de mentalité à mettre en place, quoi, de dire chacun a ses idées et c'est ça en fait, c'est une telle richesse, on a vraiment de la chance d'être dans une démocratie. Faut pas qu'on perde ça, quoi. Enfin, faut que chacun puisse s'exprimer. Je pense que c'est important. Ouais. Mais après, on a été dans une campagne présidentielle qui a été d'une violence. Mais moi, j'ai commenté de façon hebdomadaire la campagne présidentielle depuis fin août. J'ai pu voir l'évolution et de tous les partis. Je sais pas, tous les partis, l'extrême gauche, l'extrême droite. Il y avait des propos d'une violence, mais c'était... Et les débats, certains débats, c'était limite de la dominem, quoi. C'était vraiment... Quel débat, par exemple? Alors, moi, les deux pires débats que j'ai regardés, c'est le Zemmour-Mélenchon au tout début de la campagne. Ah non, le deuxième surtout. Attends, il y en a un Celui des deux. sur BFM. Ok. Pour moi, celui sur Il y en BFM, a un ça a des deux été qui était très violent. Ouais. c'était une C'était le horreur. premier, ouais. Il y en a un des deux, ouais. Mais les campagnes, les débats donnaient pas envie. Mais après, le problème, je pense que c'est Puis les aussi... sujets qu'on aborde aussi. C'est ça. C'est vrai que l'écologie a été très peu abordée, qu'on a beaucoup parlé de sujets. On parle très peu de justice sociale, on parle très peu de précarité des jeunes, on parle très peu d'égalité entre les femmes et les hommes. On hystérise sur des sujets qui concernent très peu de personnes et on fait aucune pédagogie sur ces sujets-là. Et du coup, ça clive encore plus les personnes, ça clive les populations, ça clive sur le vote. Et on n'a aucun débat apaisé sur comment la société peut progresser, en fait. Et c'est ça aussi qui dégoûte tout le monde, c'est qu'on ne parle pas des sujets qui concernent les personnes du tout. Et les médias entraînent encore plus ça, mettre en avant des personnalités qui clivent et qui font du buzz, parce que ça marche comme ça aussi avec les réseaux sociaux, ça accentue. On n'a pas une démocratie qui marche bien parce que les sujets sont pas mis en avant, parce que les personnes ne sont pas écoutées et que on marque dans l'opposition, quoi. Ça fait 1 heure qu'on est en live. Je vais vous proposer qu'on passe au débat du coup qui est en ligne. Nico va nous l'afficher normalement avec les arguments. Vous allez voir, ça va arriver. Ne quittez pas, un conseiller va vous répondre. Si besoin, je l'ai sur mon téléphone. Ça va arriver. Du coup, il y a eu 38 personnes qui ont voté. Voilà. Ah voilà, parfait, on l'a sous les yeux. Monte juste pour qu'on voit la proportion de vote en haut. Encore un tout petit peu, voilà. Il y a 85% des gens qui ont voté qui considèrent qu'il faut plus de députés, enfin qu'il faut élire des députés plus jeunes,
15% de non. On va regarder, on a mis je suis contre pour voir les réponses, parce que sinon on ne voit pas les réponses. Si tu peux descendre un peu, Nico, on va regarder les arguments. Donc là, c'est la petite présentation qu'on a fait sur la plateforme Pure Pause. Donc vous voyez, il y a 10 arguments. Donc on va regarder les arguments. Donc on a un argument qui dit trop de vieux carriéristes qui paralysent l'évolution de la société et qui veulent mettre leur nom, surtout pas plus d'un mandat renouvelable à la fois, et plus d'élus de plus de 60 ans. Est-ce que vous pensez qu'interdire les élus de plus de 60 ans… Il y a des élus qui ont plus de 60 ans qui peuvent être jeunes élus dans le sens c'est premier surtout mandat. même dans des petites villes. Si on parle des élus locaux, d'ailleurs pour le mandat renouvelable, pas plus d'un mandat renouvelable une fois, donc on fait qu'un mandat, vous n'aurez plus de maires ruraux. Hein. C'est Oui, mais terminé. c'est qu'il y a un débat, il faut différencier la ruralité et les grandes villes et les mandats nationaux. Et Voilà, mais c'est la question, oui, c'est est-ce carrément. que si c'est à l'Assemblée, ça peut se discuter. Dans la ruralité, en tant que maire, c'est un peu plus compliqué parce que ça Pour va être dur l'âge- de renouveler. Oui, mais pour la ruralité, c'est très compliqué. On a souvent du mal à trouver des conseillers municipaux aussi. Pour l'âge, on pourrait considérer qu'à 60 ans, tu peux être à la retraite et donc prendre ta retraite aussi en politique et laisser la place à d'autres. Et il me semble une que question. c'était Juppé qui avait fait ça. Juppé avait été nommé Premier ministre et il était ministre de la Défense et il était officiellement à la retraite. Il venait de toucher sa retraite. Il était parti à la retraite Oui. et il était donc c'est-à-dire officiellement pour la loi, mais il était toujours ministre. Ça avait fait les titres à l'époque quand l'information était sortie, ça faisait rire tout le monde. Et justement, pas plus d'un mandat renouvelable une fois. Imaginons, vous êtes élu. Est-ce que vous engagez à faire par exemple un mandat, 2 mandats, 3 mandats et après 3 petits tours et De toute puis façon, s'en vont? c'est 3 max. Hein. C'est 3 max? Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu la réforme. On ne sait plus hein, tout ça. Tellement. Mais du coup, est-ce qu'on s'engage à un mandat ou pas? Pour moi, ce qui compte, c'est ce que veulent les Français, en fait, tout simplement. Si les Français veulent élire le même député plusieurs fois, c'est que c'est un bon député et qui correspond en tout cas à ces Français-là. Donc, moi, je ne mettrais pas de règles sur ça. Un bon député ou un député clientéliste? En fait, clientéliste, ça veut dire t'entends quoi par ça? Je prends l'exemple on parlait des barons ou des éléphants précédemment. Je pense à Patrick Balkany qui, j'ai vécu à Levallois 3 ans, donc je connais un peu le dossier. C'est quelqu'un qui est extrêmement populaire, mais qui faisait les petits cadeaux pour les petits vieux, etc. etc. Mais visiblement, en tout cas, il était très apprécié. Donc, Oui, mais c'est pour la ville moi- la plus endettée oui, de mais France, quoi. Pour moi, en fait, ce qui est très important, c'est qu'on a tendance à… En fait, ce qui compte en France, on est dans une démocratie, c'est uniquement ce que veulent les Français. Nous, on n'est personne pour dire « Bah non, Balkany n'était pas assez bien. En fait, Balkany, que je l'aime ou que je l'aime pas, qu'importe. En fait, apparemment, les habitants de Levallois aimaient beaucoup Balkany. Et donc, on ne va pas leur empêcher d'élire Balkany. Enfin, tu vois. Non, c'est moi je hyper important. comprends l'argument. Mais C'est-à-dire qu'on soit d'accord ou pas, et qu'il y en ait qui l'aiment, qu'il soit clientéliste, qu'il soit machin, il était quand même très apprécié. Partout où il allait, il était apprécié. Il est Donc, apprécié par une partie de la population. visiblement, en dans tout sa cas, il a réalité. été élu. Donc, c'est comme pour les présidentielles, il est apprécié par une partie de la population, pas tout le monde. Mais en fait, une démocratie, c'est la majorité. Donc, s'il est élu, C'est sûr c'est qu'il soit élu. qu'il est ce qu'il a apprécié. En tout cas, c'est la ça parole veut aux dire que Français. Macron, il est apprécié? En tout cas, s'il a été élu… Mais non, mais moi, je soutiens pas Macron. Oui. Mais en fait, je respecte la démocratie. S'il a été élu, C'est que qu'on a visiblement… un système électoral qui fait que tu peux être élu avec 35% de voix. Et c'est pas une majorité du coup qui te met en avant. Tout à fait. Mais en tout cas, dans notre c'est- système, on doit respecter On la a le parole droit des de vote. Français. Moi, je suis pas du tout d'accord avec Macron. Pour autant, si les Français ils disent Macron, alors c'est Macron le président et personne ne peut remettre ça en question. En fait, je Il y trouve en a c'est qui essayent. important. Il y en a qui essayent, qui disent qu'il n'est pas légitime. Enfin, c'est un des procès qui est fait par notamment les Mélenchonistes sur Emmanuel Macron en disant qu'il n'est pas légitime parce que abstention. Oui, non, mais Mais est-ce parce- que lui serait plus légitime du coup en étant Ah arrivé non, mais après, troisième, c'est un peu tout le débat. Moi, je suis le premier à le dire que il a été élu, quoi. Il y a quand même une majorité de Français qui ont voté pour Emmanuel Macron. Même si on sait qu'effectivement, il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas Bien d'accord, qui sûr. ont voté pour lui, pour pas que Marine Le Pen passe. Enfin voilà. Mais dans tous les cas, il a été élu et on doit respecter ça, je pense. C'est très important. Très bien. Tu peux nous remettre les arguments, Nico, s'il te plaît? Comme ça. Alors, on va faire un contre, on fait un pour un contre. Ce n'est pas l'âge qui est un bon critère, ce sont les choix importants que les candidats promeuvent. René Dumont, qui a été candidat en 74, si je ne me trompe pas, n'était pas un gamin quand il tentait de faire prendre conscience de la situation écologique. C'était le premier candidat écolo avec cette fameuse tirade du verre d'eau qui va devenir une rareté dans quelques décennies. Mais Excusons. c'est clair qu'il y a des vieux jeunes et des jeunes vieux dans leur comportement, leur manière de penser. Et que
faut pas qu'il y ait que des jeunes au Parlement et en politique, il faut qu'on associe les compétences de chacun et faire de l'intergénérationnel, c'est hyper important. Plus de jeunes, ça ne veut pas dire que des jeunes, mais du coup, c'est aussi une autre manière de voir les choses, d'autres problématiques qui sont mises dans les débats. Donc il en faut bien plus. Et bien sûr qu'il y a des plus anciens qui portent des sujets hyper importants, qui sont très compétents, très engagés. Et on voit beaucoup dans nos communes et au niveau national, au niveau européen. Mais oui, je suis d'accord avec lui. D'accord. Si on scrolle un petit peu, j'espère qu'une génération plus jeune aura une sensibilité plus grande concernant le défi écologique, on en parlait justement, qui selon moi est la seule cause véritablement indispensable. Bon là, il n'y a pas vraiment de quoi réagir vu que c'est à peu près tout ce qu'on a déjà évoqué. Sinon, vous voyez, il n'y a que 2 arguments contre, hein, donc c'est du 80-20. Pour être député, il est nécessaire d'avoir du vécu et non des utopies. Cela permet d'être moins tranché, donc plus tolérant. En un mot plus sage, avoir des enfants, une personne proche à s'occuper des difficultés vous fait complètement changer de vos convictions manichéennes, moins juger qu'être à l'écoute des citoyens que l'on représente, donc mieux les représenter. J'ai parfois l'impression d'être plus à l'écoute que certaines personnes qui sont depuis longtemps en politique. Je pense que c'est la qualité de chacun, enfin c'est les qualités de chacun, la sensibilité de chacun qui compte plus que... Pour moi, c'est pas un argument de justement, là on prend un peu avoir des enfants, c'est essentiel pour savoir de quoi on parle. Non, je pense pas. C'est aussi une autre vision des choses, voilà, et qui effectivement on va évoluer dans nos vies et on pensera sûrement plus la même chose sur certains sujets demain, mais c'est pas grave, c'est à l'instant T et c'est important aussi de porter ses idées maintenant. Et souvent nos idées elles changent pas, c'est juste qu'on renforce nos convictions avec le temps, on les développe, on les approfondit, mais on change pas du tout au tout, c'est en tout cas très rare. Et du coup, de dire qu'on est utopiste, c'est aussi très dénigrant par rapport à nos engagements et nos convictions, de dire t'es jeune, tu sais qu'on est rien au monde, alors qu'on a aussi un backup, on a fait des études ou pas, mais on a un travail ou pas, mais on a aussi une expérience qui fait qu'on forge nos convictions. Et ce qui compte, oui, c'est nos valeurs en fait. Et on n'est pas plus sage quand on est vieux, au contraire, il y a plein de vieux qui sont très virulents et très agressifs. Donc c'est pas une question d'âge, c'est une question de personnalité, comme tu disais. Moi, je suis pas trop d'accord. Non, moi je suis pas trop d'accord avec toi. Je pense que oui, effectivement, les vieux, entre guillemets, sont plus sages et nous moins, mais je vois pas en quoi c'est un défaut. Je pense que c'est pas tout l'un ou tout l'autre. En fait, pour moi, c'est la complémentarité, on a besoin des deux. Quand on est jeune, c'est vrai qu'on a une certaine ferveur, une certaine fougue, un certain idéalisme que moi, je ne nie pas. Effectivement, je suis jeune, j'ai 19 ans, donc je connais peut-être pas encore tout à la vie. Mais pour autant, du coup, moi, je mets ça en avant. Voilà, c'est vrai que je suis idéaliste, mais du coup, peut-être que je vais porter mon projet avec plus de conviction que des personnes qui seront un peu désabusées ou un peu lassées de la politique. Et pour moi, on a besoin des deux. Et c'est vrai qu'on est moins sage, et je pense que c'est une très bonne chose, en fait. Et c'est vrai qu'on a plein de trucs à vivre. Mais d'ailleurs, on le voit, les jeunes sont très idéalistes et ils s'engagent davantage dans des partis souvent assez marqués. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes chez LFI, il y a beaucoup de jeunes chez Reconquête, parce qu'ils croient en un nouveau monde, une nouvelle société. Et je pense que c'est important d'encourager ces gens-là. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, là, j'ai du coup l'IFOP qui donne les intentions de vote au premier tour des législatives. Donc les NUP, 32% chez les moins de 35 ans. LREM 17%, LRUDI 7%, le RN 26%, Reconquête 6% et les divers 3%. Alors que pour comparer avec l'ensemble des Français, la NUP c'est 25% pour l'ensemble des Français, donc on a 7 points, on a un delta de 7 points. Pour LREM, on a 10 points en moins vu que c'est 27 pour l'ensemble des Français. Et pour le RN, il y a 5 points en plus vu que c'est 21 pour l'ensemble des Français, 26 pour les jeunes. Reconquête, on est à 6,6 dans cette enquête-là. Mais effectivement, on est à 8 chez les 24-34 et 4 chez les 18-24 dans cette enquête-là. Donc effectivement, il y a un delta quand même. Les jeunes votent quand même plus dans des partis de rupture. Voilà. Je voulais pas dire extrême, mais de rupture. Effectivement, comme tu le signales, c'est assez intéressant à noter. C'est aussi qu'il y a pas... Les jeunes, c'est pas une catégorie unique du tout. Enfin, les jeunes, c'est très pluriel. Il y a des jeunes qui sont, comme on dit, dans une question de rupture, qui sont souvent... qui ont des études assez faibles ou qui n'ont pas forcément d'études après le bac, qui ont des difficultés matérielles et du coup sont en totale opposition avec la démocratie, comment ça se passe, et du coup qui vont par les extrêmes. Il y a une jeunesse qui est étudiante ou diplômée, qui a
capital culturel assez élevé et qui est plutôt fervente de l'engagement démocratique et dans les associations. Il y a une jeunesse qui a des difficultés matérielles et qui participe quand même au niveau associatif et qui s'engage aussi dans la démocratie, mais de manière un peu plus virulente et qui est opposée au racisme et à l'injustice sociale. Et donc il y a plusieurs jeunesses. Et donc on ne peut pas dire que les jeunes votent plus dans les extrêmes en fait. C'est une certaine jeunesse qui a des difficultés, qui vote aussi en fonction de ses conditions de vie. Et de les rabaisser, de les regrouper dans une jeunesse unique, c'est assez mal vu. Oui, mais c'est plus, tu vois, quand tu traques par exemple, quand tu parles avec des personnes plus âgées, moi j'ai le sentiment en tout cas qu'ils sont souvent, il y en a beaucoup qui sont un peu désabusés, en disant bon, de toute façon, ça fait 40 ans que je vois ça, c'est toujours les mêmes, ça bougera pas, je sais que rien n'est possible, etc. Alors que c'est vrai que les jeunes, comme ils sont un peu neufs, moi je me mets aucune barrière, je me dis qu'il n'y a aucune fatalité et je me lance à fond. Et c'est vrai que moi, des retours que j'ai des tractages, on voit quand même parfois, bon, certains sont lassés, quoi. Et du coup, sur ça, je pense qu'on apporte beaucoup, tu vois. On est neuf, on est idéaliste et on se lance à fond, quoi. Pour citer Lionel Jospin qui parlait de Chirac, un président usé, vieillot, fatigué, ce qui lui a fait perdre quelques voix. On va reprendre les quelques arguments restants. Ça fait déjà 1h15 qu'on est ensemble, ça passe vite. Ça passe vite, ouais. Alors, il faut que les jeunes participent au système politique. Bon là, c'est simple, basique. Éric Lerouge qui dit « Pour le moment, l'âge des élus est très élevé. Cela implique un biais dans les décisions qui sont prises. Par exemple, la prise en compte du réchauffement climatique serait sans doute plus mise en avant par des députés plus jeunes. Néanmoins, il me semble que le principal problème de représentativité de l'Assemblée vient plus du déséquilibre entre les catégories socio-professionnelles plutôt que l'âge. » Énormément. Alors, moi, la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi, du coup, les Français, parce que c'est de ça qu'on parle, il y a une offre politique de jeunes, enfin, vous en êtes la preuve, il y a une offre politique d'ouvriers, il y a une offre politique qui existe. Enfin, je prends Lutte ouvrière ou le NPA, c'est principalement des gens, des ouvriers, etc. qui sont candidats. Pourquoi les Français ne se dirigent pas vers eux? Ils votent plus pour des partis que pour des profils? Parce que je pense que ce sont des partis qui sont très fermés. Et en fait, je pense que le propre d'un parti et d'un candidat, c'est de rassembler. Et donc de parler aussi bien aux plus aisés qu'aux plus populaires, qu'aux jeunes, qu'aux personnes plus âgées. Et je pense que ces partis-là sont trop fermés en fait. C'est-à-dire que, certes, ils ont des ouvriers par exemple, mais ils ne vont pas avoir forcément les cadres ou les cadres supérieurs. Et donc, c'est un nombre très restreint de voix. Je pense que l'objectif, c'est de pouvoir parler aux deux, dire voilà, je vous comprends et je vous propose ça. Et vous, à l'inverse, je vous comprends aussi et je ne vous délaisse pas et je vous propose ça. Voilà, je pense que c'est un peu le but. Une forme de en même temps. Quoi? Non. Ah non, On va regarder en non, plus. non, mais c'est vrai, un candidat doit rassembler, il doit parler à tout le monde, il ne doit pas délaisser certaines personnes. Oui, non, Je mais serai c'est sûr. le président de tous les Français, comme dit Jacques Chirac. Ouais, pas que lui, du coup. Non, mais ils l'ont tous c'était, dit. je pensais, je sais pas si vous le connaissez, mais le remix, je serai le président Ah oui, de oui, tous d'accord. les Français. Oui, bon, j'aime beaucoup ces chansons, je me les écoute au bureau de temps en temps, au plus grand des plaisirs des collègues. Mais c'est aussi qu'il y a aussi une offre politique de femmes, il y a des femmes candidates, mais où est-ce qu'elles sont mises, dans quel circo, quoi. C'est comme les jeunes. À la NUPES, il y a 16 jeunes candidats de moins de 30 ans, ce qui est rien du tout par rapport aux 577 candidats de NUPES. Nous, à l'Enfants, on est 8, donc on a la moitié des candidats de NUPES, ce qui est impressionnant alors qu'on est un tout petit parti. Et aussi les jeunes qui sont mis candidats, les femmes qui sont mis candidates, sont dans des circos qui ne sont pas forcément gagnables, avec beaucoup moins de soutien. On l'a vu à la présidentielle, il n'y a pas de soutien de tous des partis sur les femmes qui sont candidates dans n'importe quelle élection. Et donc c'est une conception des partis en fait, ils mettent des jeunes pour dire oui, vous voyez, on vous met en avant, on a compris que vous étiez là, on vous soutient à fond, mais dans les circos qui ne sont pas gagnables, on ne peut pas qu'ils puissent se pérenniser après, mais mettre les barons des grands partis dans les circos gagnables, ils mettent leurs copains, et donc c'est que des jeux de tractation, de stratégie politique pour mettre toujours les mêmes à des élections, pour qu'ils soient élus, et prendre la cause jeune, la cause féministe là où elle est, mais sans en avoir conscience. Moi, il y a franchement des candidates, des jeunes, enfin jeunes, plus âgées que nous, mais quand même jeunes candidates qui ont été mises sur des circos gagnables de la majorité présidentielle, sur des circos gagnables, et qui ont évincé des vieux députés, quoi. Franchement, ça. Oui, nous aussi, nous, c'est arrivé. Dans le 15e, on a une candidate, Ornella. C'est une bonne circo pour Paris pour nous.
tu vois, elle a été mise là et on a beaucoup de candidates qui ont eu des circos avec un score plutôt élevé pour nous. Mais c'est toujours des exemples qu'on va citer. Il y a un tel et un tel, mais dans la majorité, Parce que on nous- le voit dans les chiffres. On n'a jamais eu la parité à l'Assemblée, donc ça Oui, montre que nous, dans les dans le- chiffres, on Dans n'y arrive le, pas. dans le groupe majorité présidentielle, il y avait la parité pratiquement. Mais Donc c'est ça ça veut que ça dire évolue. que- Ah, mais carrément. Voilà, ça veut C'est dire qu'on a mis quand Ouais. même les femmes dans des circos gagnables de façon paritaire. Ouais, Est-ce que ce franchement, sera le ouais. cas là? Je sais pas, hein, mais en tout cas, la dernière Est-ce que législature. la parité, tant qu'on y est une fin en soi à l'Assemblée nationale? Est-ce que se dire que si vraiment il y a une Assemblée paritaire, c'est... alors je suis peut-être mon vieux con de mec, hein, mais je sais pas, mais je me dis, est-ce qu'au final, qu'il y ait, je sais pas, 40 ou 50 ou 60% de femmes, c'est pas ça qui va forcément faire changer la vie des Français et des Françaises? Enfin, c'est une question que je demande. Hein, C'est plutôt dans les modèles, je pense, parce que les modèles féminins, c'est-à-dire que je prends l'exemple de Delphine Orfiller, pardon, qui est rabbine. Oui, la rabbine. Oui, je vais pas écorcher son prénom. Je crois que c'est Orviller. Orviller, merci. Du coup, qui racontait à un moment donné qu'il y a une petite fille qui a été la voir et qui pensait qu'il n'y avait que les femmes qui pouvaient devenir rabbins. Ah ouais. Parce qu'elle avait cet exemple-là. Donc, dans sa tête, dans l'autre sens, ça marche aussi. Si c'est un homme, c'est que un homme. Et donc, si on a plusieurs exemples, c'est aussi donner aux petites filles des exemples pour pouvoir... parce que là, aujourd'hui, on est toujours petites filles vétérinaires, infirmières, ouais, voilà, que des... Et donc, c'est dommage parce que ça reste... Ouais, c'est important, l'aspect figure. Ouais, nous, on a Marion Maréchal, qui est quand même une figure pour beaucoup de Plus jeune de jeunes députée filles. de France. Tout à fait. Ouais. Et vraiment, c'est vraiment un modèle pour beaucoup de monde, tout simplement, mais particulièrement beaucoup de jeunes filles, parce qu'elles voient en Marion une femme qui est à la fois féminine et donc à qui elles peuvent s'associer, enfin, se servir de modèle, et à la fois, voilà, quoi, qui a du caractère, qui a du pouvoir, qui a de l'importance. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des modèles comme ça. Je suis d'accord avec toi. Elle est d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, la suppléante de Stanislas Rigaud. Rigaud, ouais, tout à fait. Ah ouais? Je savais pas. Mm. Après, au-delà d'avoir des femmes en politique, il faut qu'on ait des femmes féministes aussi. Parce que c'est bien d'avoir une Marion Maréchal, mais si elle n'incarne pas une égalité entre les femmes et les hommes, on n'aura pas des politiques publiques. Après, il y a qui plusieurs seront, féminismes, on le sait bien. Il y a un féminisme plutôt à gauche, avec qui moi je suis totalement en rupture, et un autre féminisme plutôt à droite, qui est le mien, qui est un féminisme aussi. Il y a plein de sortes de féminisme, mais en tout cas, de prôner l'égalité, c'est important. Il faut qu'on le prône à l'Assemblée et qu'on change la manière aussi de se comporter entre les personnes. On voit qu'il y a beaucoup d'agressions, de viols qui se passent en politique, donc on parle un petit peu maintenant avec le MeToo politique. Et on a besoin de personnes féministes à l'Assemblée, donc beaucoup plus de femmes qui incarnent des comportements... Mais quelle femme Et n'est des pas... hommes féministes. Et des hommes, bah, oui. Mais quelle Non, mais femme, parce que nous aussi, on doit changer. Moi, je mais pense quelle qu'il faut femme que n'est ça pas se fait avec vous, féministe aujourd'hui? Je veux dire, toutes les femmes sont féministes. Non. Toutes les Non, femmes ça serait aussi bon, veulent mais non. défendre leur cause et Est-ce que veulent Christine défendre leur Joutin est intérêt. féministe? Vous avez 4 heures. Mais tout à fait, mais bien sûr que oui en fait. C'est juste qu'aujourd'hui on est coincé dans un féminisme de gauche qui est certes majoritaire, mais on a aussi un collectif féministe qui s'appelle Némésis. Bienvenue dans la team. On a Némésis qui est un collectif féministe de droite et qui s'engage tous les jours pour la cause. Donc, Et la question, ça existe les femmes qui ne sont pas pour l'égalité? Moi, je pense que Bah parce ouais. que je ne ça, pense ça- pas. en fait, c'est C'est l'égalité devant qui et entre qui. Ouais, c'est ça aussi. le Quelle débat. femme veut être inférieure à un homme? mais il y a Quelle femme? mais en fait, c'est pas une question de vouloir, c'est une question aussi de, je dirais, d'héritage culturel, etc. Et donc il y a parfois des gens encore qui estiment que c'est normal de rester à la maison. Je dis pas, il y en a qui c'est par choix et c'est très bien. Comme mais dirait, comme dirait l'autre, la place de la c'est pas ce femme, que je c'est dis. à la cuisine. Mais c'est du coup que elles sont assignées à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix. Il y a des femmes qui en font le choix et c'est très bien. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, non, les ça femmes existe. font ce qu'elles veulent. Il faut respecter. Je suis désolée, Moi, ça j'ai entendu existe. beaucoup pendant cette campagne présidentielle un mépris pour les mères au foyer, les mères de familles nombreuses. Un mépris comme quoi elles n'étaient pas féministes, qu'elles devraient aller travailler. Ah non, En mais je fait, suis en pas d'accord avec 2022, une femme qui a 5 enfants et qui va être mère au foyer, elle est tout autant respectable et tout autant féministe que quelqu'un qui aura fait le choix de ne pas avoir d'enfants et d'avoir une carrière en tant que tradeuse, en fait. ça. Ouais, mais je dirais- Enfin, c'est pas le fait qu'elle reste chez elle et qu'elle s'occupe des enfants qui fait qu'elle soit féministe. Mais non, mais je vois pas. Justement, là, la question, c'est de dire, il y en a qui veulent pas, voilà, qui sont à la maison, et donc elles sont pas féministes. Non, elles sont tout autant c'est pas ce que féministes j'ai que dit, nous. hein. Non, C'est c'est ce pas. que j'ai c'est pas- compris, en c'est- tout cas. Non, non, j'ai dit
c'est qu'elles pensent qu'elles sont assignées à résidence. C'est ça le problème. C'est qu'elles ne peuvent pas bouger. C'est quand c'est un choix éclairé. En France, en 2022, qui est forcé à rester chez soi? Il y en Personne. a. Si. Il y en a. Même Il y en moi, a. je sais- Je suis persuadée. C'est le C'est cas. surtout une conception globale de la société de dire c'est que ça. la femme t'attribue à une catégorie, une position dans la société où tu prends soin des autres, tu prends soin de tes enfants, de la famille, tu as une double vie et que l'homme doit prendre en charge sa carrière beaucoup plus, c'est beaucoup plus important pour ça. Et donc il y a encore beaucoup de personnes dans la société qui l'incarnent aussi en politique, qui conçoivent ça, qui ne conçoivent pas la femme à des postes à responsabilité, qui dénigrent les femmes qui s'engagent, qui dénigrent leur comportement, qui disent qu'ils n'ont pas un charisme pour être chef d'entreprise, pour être élu, pour être en politique. Et on l'entend beaucoup dans Vous les en avez médias. déjà vécu? Ouais, moi, j'ai eu en politique, j'ai eu pas mal de remarques sexistes. On l'a vu à l'Assemblée Euh, nationale quand Cécile oui, Duflot on le voit portait une constamment, robe, voilà. les sifflets, Véronique Massonneau, qui fait cote-cote, un député qui fait cote-cote cadette quand elle parle. Il y a du sexisme en politique, faut pas le nier. Peut-être qu'on est un parti pas du tout misogyne parce que moi je suis au QG de campagne depuis un an, j'ai jamais eu une seule remarque sexiste. Le Tant programme mieux. de Zemmour n'est Tant pas mieux. le plus féministe au monde. Il prône pas Pourtant tu vois, l'égalité, mais c'est drôle parce que vous me Mais parlez c'est de du ça féminisme de droite. et moi je n'ai jamais J'apprends une vécu nouvelle ça. chose ce soir, c'est cool. J'ai jamais vécu Féministe de ça, droite. je suis au QG, quartier général depuis un an et en fait il y a autant de femmes et les femmes ont des postes à responsabilité et j'ai jamais vécu ça, mais voilà. Ah, tant mieux. Après, c'est vrai il y a des accusations et des reproches contre Éric Zemmour. Accusation. Ouais. Non, mais je le dis bien, je ne l'accuse pas. Voilà, il y a des actes. Quand je crois que c'était Mediapart qui avait sorti le papier et disait. Quelle les objectivité, Non, Mediapart. non, mais je veux dire, il aurait dit les stagiaires, c'est fait Oui, pour, il je crois, aurait- tailler des pipes ou faire le Mm. café. J'étais stagiaire pour Zemmour, j'ai eu que du café à lui faire, je m'en sors bien, mais voilà, il y a aussi des accusations en politique. Et encore une fois, il faut faire attention à pas que les accusations deviennent des armes politiques pour discréditer Mais des gens. c'est aussi la Mais aussi Damien comment- Abad dans ce cas-là qui est accusé et pour Exactement. autant. On a au gouvernement des personnes qui sont accusées d'agression et de viol et ils incarnent le pouvoir à l'État, ils sont en charge, ils sont en responsabilité et on permet que ces personnes-là apparaissent dans les médias. Il y a une travaillent présomption en- d'innocence, ils ne sont pas sûr. jugés Bah, coupables. Non, mais il y a la présomption d'innocence, ça c'est au niveau juridique, mais on sait très bien de comment fonctionne la justice, de quand tu vas porter plainte, tu n'as pas forcément de preuves, on va pas forcément te croire. Moi j'ai déjà porté plainte pour agression sexuelle en commissariat, on m'a pas écouté, on m'a reproché de comment j'étais habillée, on m'a dit est-ce que tu as vraiment vécu ça? Et donc il y a la manière de fonctionner de la justice qui ne fonctionne pas bien, et donc oui il y a une présomption d'innocence qui est hyper importante à protéger, mais on sait aussi comment fonctionne la justice à côté, et que très peu de femmes portent plainte parce qu'on s'en rend pas forcément compte, on se dit que c'est normal, c'est la société qui marche comme ça, on n'a pas envie d'être stigmatisé dans tout ce qu'on a vécu, et donc aussi d'aller porter plainte, c'est très compliqué, c'est très dur à faire, c'est très éprouvant, et quand on va porter plainte, on n'est pas forcément écouté, C'est ça. et la démarche est très longue après. Et donc en plus quand on voit des personnes qui sont accusées d'agression et de viol à des postes d'élus ou à des postes de responsabilité, c'est encore plus violent quand on est une femme et qu'on a vécu ça, de se le dire, le mec il est accusé d'agression et de viol et il va vivre sa meilleure vie en Mais- tant qu'élu. Mais il ne faut C'est pas très rentrer dur. non plus dans Je une pense- je société pense- de je- délation et d'arbitraire. Oui. J'entendais Sandrine Rousseau qui parlait de principe de précaution. En fait, c'est la voie, c'est la porte ouverte à un arbitraire, enfin à une société arbitraire totalement quoi. Mais Et en fait, il y a une n'existe- justice. il existe Il y a- très je- peu les, je- les femmes qui portent plainte alors que ça Le problème, c'est la justice alors. C'est pas, et pourtant, Damien Abad, c'est absolument pas mes convictions. Mais en fait, je pense que la présomption d'innocence est très importante. Et on l'a vu avec le hashtag MeToo et avec voilà, plein d'autres mouvements. Et en fait, la justice ne se fait plus. Justice n'est plus faite par la justice, mais elle est faite. Voilà, ils sont jetés en pâture et on dit il est coupable. Non, ni Éric Zemmour ni Damien Abad n'est coupable pour l'instant. Et le jour où ils seront jugés coupables, alors là, il faut qu'ils soient sanctionnés très fermement. Mais ça, totalement. En fait, un violeur n'a aucunement sa place dans un gouvernement. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais tant que c'est pas prouvé, voilà. Mais je pense que ici, tous et toutes, on peut dire qu'on a eu vent de personnes dans notre entourage proche ou plus éloigné, de personnes ayant fait des actes d'accusation sexuelle, voire pire. Moi, je prends l'exemple d'un élève de mon école de journalisme qui est connu pour avoir agressé sexuellement plusieurs élèves. Les victimes nous ont demandé de ne pas dire le nom, donc on respecte ça, mais on le sait tout. Enfin, c'est un secret de polichinelle. Et pareil en politique, il y a des personnalités politiques. Dans les entreprises, Denis partout. Baupin, il était connu. Pareil Nicolas Hulot.
ou même dans les milieux médiatiques. PPDA, pareil. Enfin voilà, c'est des Il faut secrets de mener l'enquête, polichinelle. c'est important de mener l'enquête pour Mais les oui. femmes qui sont victimes, mais ça, tout C'est à ce fait. que Je suis fait une femme moi-même, Mediapart donc aussi. évidemment, oui, Mediapart n'est pas très objectif, mais Bah, en tout pour cas, PPDA, ils ont. en tout ils cas, ont- c'est important de ils ont mener une enquête. enquête, ça c'est très important, il faut que la justice fasse son travail, ça vraiment, on est Mm. tout à fait d'accord. Je me fais pas respecter dans le chat. Ouais, c'est ça. On me demande ma démission, on me dit Hugo, tu es de gauche, donc tu es complice de l'importation en masse de millions d'immigrés africains. Tu es donc complice de la montée de la misogynie, du sexisme et des violences faites aux femmes en France. Tu n'as pas de leçon à donner à Constance sur Éric Zemmour. Ouh, j'ai chaud là. Le Non, journalisme est c'est- d'un milieu de gauche. Ça dépend, hein, il y en a quand même qui sont pas mal. Oui, pardon, je t'avais interrompu, tu voulais Oui, dire. non, mais il y a effectivement la présomption d'innocence et en même temps, et c'est là où c'est très difficile à positionner, de se positionner, c'est que effectivement quand les femmes parlent, et même si leur nom n'est pas toujours donné, c'est quand même très difficile et généralement elles parlent pas pour rien. Enfin, surtout quand il y en a plusieurs, s'il y en a qu'une, on peut encore se poser la question, même si moi je pense qu'il faut croire. Je suis présidente d'une association de lutte contre les violences conjugales. Donc si on appelle la permanence téléphonique et qu'une femme dit je suis victime de violence, en fait on lui demande pas de prouver qu'elle est victime de violence. Donc Damien Abad est violeur. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça parce que je dis qu'il faut respecter la présomption d'innocence. Mais je dis aussi que c'est effectivement croire les femmes, c'est hyper important. Donc c'est très difficile de. Je peux pas condamner et en même temps je peux pas me dire non, il s'est rien passé. Il y a vraiment. C'est vraiment très difficile là-dessus. Je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi, au-delà de tout ce qui est harcèlement sexuel, il y a aussi le harcèlement moral, qui est un sujet dont on parle très peu en politique et qui est vraiment extrêmement présent, qui pour le coup, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui en sont accusés, voire condamnés, et qui restent en politique parce que c'est pas quelque chose c'est quelque chose de normal. Mais en entreprise aussi. C'était hein, Esther Benbassa qui a été mise en notamment, cause. mais il y en a aussi dans la majorité. Enfin, c'est le premier nom présidentielle, qui il y en a me venait partout. en tête. mais- Et ça, c'est effectivement des choses qu'il faut former les élus déjà à ça, à ce qu'ils justement ils fassent pas ça, parce qu'il y a aussi parfois des comportements où C'est ça qu'on appelle la déconstruction. Enfin, Oui. Mais ça, c'est aussi faire la politique autrement, c'est de respecter les autres et d'abord les gens avec qui on travaille. Et ça, c'est très très On important. devrait même pas d'ailleurs avoir à former ça, quoi. C'est fou de se dire que Ouais. aujourd'hui on doit former contre le harcèlement moral, quoi. C'est incroyable. Mais Quand j'y parce que c'est des milieux qui sont particuliers, où il y a beaucoup de stress, j'excuse rien, mais il y a beaucoup de stress, et donc effectivement quand on n'est pas formé, et que c'est la première fois qu'on travaille avec des gens, en plus il y a une promiscuité entre l'élu et le collaborateur, donc comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on gère ça, son stress, et à la fois cette promiscuité, pour respecter l'autre, et en même temps il faut aussi penser à soi. Enfin, il y a toutes ces questions-là qu'il faut aborder pour... mais il y a des gens où c'est Comme intolérable. partout, hein, ouais, bien mais sûr. tout à fait. Mais c'est aussi en entreprise, c'est aussi... C'est partout malheureusement. voilà. Mais ça aussi, il faut en parler, je pense, parce que on n'en parle pas assez de ce harcèlement Surtout moral. quand on sait que ça se sait dans les, Ça se dans sait, les tout se partis, sait. dans les milieux internes. Il y en a partout. Il y en a partout. Et puis, pas, je pense que beaucoup, honnêtement, ne sont pas conscients de ce qu'ils font aussi. Voilà. Oui. Donc il y a C'est pour besoin ça qu'il y a une d'éduquer formation. aussi à qu'est-ce que le consentement, qu'est-ce que le respect de l'autre et le respect de soi. Les cours d'éducation sexuelle qu'on a à l'école ne sont pas du tout suffisants sur ces questions-là. On surtout parle- en quatrième, quoi. Enfin, Normalement, c'est depuis l'école primaire, on a 3 séances par an jusqu'à la terminale, mais on parle surtout de VIH, IST, de prévention, comme si la relation sexuelle était un danger. On ne parle pas du tout du consentement, du respect de l'autre, du plaisir féminin. Toutes ces questions-là sont hyper importantes et ça crée aussi une culture du respect de l'autre quand on devient adulte et quand on est dans un milieu de travail ou justement de promiscuité importante, de relations de stress, pour inculquer que l'homme, mais quiconque en fait, doit respecter l'autre. Et du coup, il y a des règles, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et moi, ça me fait bien rire les hommes qui me disent je rentre plus dans l'ascenseur seul avec une femme, j'ai peur qu'on m'accuse. Mais en fait, si tu as peur qu'on t'accuse, c'est que à l'intérieur de toi, tu n'es pas forcément sûr que ce que tu fais, c'est forcément bien. Alors, et que tu te remets un petit peu en question. Et ça, c'est hyper important qu'on se remette en question et qu'on se pose des questions sur nos comportements. Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que j'ai pas trop loin ? Est-ce que j'aimerais qu'on me le fasse aussi inversement ? Et changer nos conceptions de vivre ensemble. moi, je vais me permettre, vu que je suis le seul homme, donc je suis en minorité aujourd'hui. Je vais réagir à ce que tu dis, parce que c'est tout à fait vrai. Moi-même, alors, je prends l'ascenseur avec des femmes, mais je me pose toujours la question de, est-ce que, enfin, évidemment,
attention. Je me pose toujours la question, est-ce que si je dis ça, ça risque pas de poser problème? Parce que je suis neuroatypique, donc moi, les relations humaines, de base, j'ai du mal. Et encore plus rencontrer des nouvelles personnes. Et je fais toujours attention, quitte à m'excuser un peu trop, de dire, bon voilà, je voulais pas, ça va, etc. Il y a aussi cette difficulté-là, cette forme d'angoisse, mais je mets des gros guillemets à angoisse, dire, oula, je veux pas qu'on me mette un truc sur le dos qui n'était pas volontaire. Sur la place publique, sur Twitter, je pense qu'il y a aussi ça, c'est qu'il y a une espèce de peur de la part de beaucoup d'hommes qui pourtant ne feraient rien. Je pense quand tu sais que tu peux te retrouver, enfin que justice soit faite sur la place publique, sur Twitter avec Balance ton port et MeToo, ce qui n'est, enfin en tout cas que l'enquête n'a pas encore été menée, donc il n'y a pas encore du coupable. Oui, je pense que les hommes peuvent se dire, mais en fait, je vais mettre sa main sur sa cuisse ou ça va être mal interprété ou machin. oui. Déjà, c'est Après, ça dépend. Encore une fois, ça dépend de la relation avec la personne. Mais même si c'est pas consenti, du coup, la femme, faut qu'elle porte plainte à la justice, en fait. Et je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'exemples de diffamation, de femmes qui en voulaient à leur conjoint, à leur ex souvent, et qui mettaient ça sur Twitter et leur vie était foutue, alors que l'enquête montrait que c'était faux. Et c'est les mêmes pourcentages que pour tous les autres crimes, les gens qui portent plainte pour cambriolage alors qu'ils ne sont pas vraiment cambriolés, c'est les mêmes pourcentages pour les accusations de viol qui sont fausses. Et à terme, ça sert à rien de faire de pointer des minorités. En fait, ça sépare, ça nourrit une haine entre les hommes et les femmes. Il y a aucune et aujourd'hui, les féministes il y a de la haine je contre pense les c'est harceleurs important. sexuels et les agresseurs, c'est ça qu'il faut dire. Ça montre à quel point ça montre de se protéger aujourd'hui, et protéger les autres. Les surtout. femmes ont peur des hommes et je trouve ça pense que assez c'est dommage. Qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je dis ça en tant qu'homme, et vu que j'en parle avec certaines personnes, ça fait pas depuis aujourd'hui que les femmes ont peur des hommes. C'est juste qu'avant, elles le disaient pas. C'était ferme ta gueule, ferme ta gueule. Non, mais et je fais la trouve que ces cuisine, quoi. mouvements-là ont tendance à vraiment séparer les deux, alors qu'au contraire, il faudrait condamner très fermement les harceleurs. Mais ils le sont pas aujourd'hui, condamnés. C'est ça le problème. genre quand crois que c'est j'entends 1%, all men or c'est ça trash, Je sais, ouais, c'est très bien, en tout cas. all men or trash, tu vois. Bah non, enfin en fait, tu peux pas avancer dans une société où tu dis tous les hommes sont des merdes, tu vois. Et du coup, il y a un juste milieu à avoir. Tu peux pas dire non, tous les hommes sont pas des merdes. Oui, et c'est on comme est tout d'accord, ce et qui tu est peux pas tous ACAB, les mettre etc. dans le même panier. Bah et non, c'est important de garder cette juste mesure, en fait, je Non, trouve. mais tous les hommes sont pas comme ça. Mais ce qui est quand même On entend dingue, beaucoup ça dans c'est les que- manifs féministes, voilà, all men or On trash. connaît je suis tous pas quelqu'un qui a anti-homme, été loin de là. agressé sexuellement. Enfin, c'est qu'il y a quand même un nombre important. Mais Et bien encore une sûr. fois, je pense qu'il y en a, ils le font sans avoir pleinement conscience des actes qu'ils font. Parce que effectivement, et c'est le principe de la déconstruction, c'est qu'il y a des gens, dans leur optique, c'est normal. Dans les années 70, etc., tu mettais la main au cul d'une femme, c'était normal. Enfin, Tu c'était, l'as sifflé dans la rue, alors voilà. c'est sur un autre. Ah oui, c'est bien sur un sûr, autre mais registre. ça, oui. Mais c'est que, Tu peux encore lui une faire fois, toucher les fesses par un inconnu, ça on est bien d'accord. non, mais Et c'est ça que doit être soulevé, mais je suis d'accord avec toi. aujourd'hui, Mais tu peux pas c'est porter soulevé. plainte Mais il y a sur ça. 50 ans, si la flag se plaignait, c'était elle la coupable. Heureusement c'est- qu'aujourd'hui, il y a plus de plaintes. Mais ça, Oui, mais oui. c'est parce que Heureusement. aussi il y a eu cette La vague société MeToo évolue. et c'est parce qu'aujourd'hui on peut Mais beaucoup plus Il faut le dire aussi que Dans ce cas-là, on MeToo, reprend la c'était il y a justice. 5 ans. Ouais. C'était il y a que 5 ans. Ouais. C'est-à-dire que vous vous rendez compte comment la société en 5 ans elle a Bah, changé. sur Il y a ça, des oui. choses qu'on faisait il y a Enfin, encore ouais. 10 ans. Aujourd'hui, tu le fais, tu te fais lyncher en place publique. Et C'est- heureusement. Après, ça dépend sur quoi. Parce que par exemple, des vannes de très mauvais goût, tu vois, fait par des humoristes. Je prends l'exemple de Tex qui a fait sa vanne. Qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a 2 yeux beurre noir, etc. Bah, pas besoin, on lui a déjà expliqué. Ça, c'était une vanne qui l'a fait virer, France 2. Et c'était des trucs qui se faisaient dans les grosses têtes ou des trucs comme ça il y a encore 10 ans. Ruquier avait fait cette blague en 2010, ça n'avait pas provoqué la polémique. Donc il y a aussi un changement. Et moi, c'est mon positionnement, peut-être que j'ai tort, mais je dis attention à ne pas changer trop vite parce que on peut déraper très vite. Non, Mais il faut que ça les gens. change. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas Ouais, dit. parce que quand même, il faut que Non, ça non, change. et il faut que ça aille change. aussi Mais plus pour loin. moi, si ça change trop vite, il y a des gens qui risquent de pas suivre et je pense que ça peut provoquer des trucs encore pires. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que oui, c'était il y a 5 ans, et du coup, nous, on est la génération MeToo. Mm. On l'a vraiment vécu, et pour nous, on n'a plus vraiment de tolérance sur ce qui pouvait se passer avant. Et les jeunes n'ont pas cette tolérance-là, du coup, sur plein de comportements violents qui se passent dans la société. Et que les anciennes générations, comme tu disais, sont aussi un peu plus à la traîne sur ce qui se passe au niveau du respect de l'autre, notamment du respect des femmes, et doivent évoluer plus rapidement parce qu'il y a une urgence d'agir et qu'il y ait plus ces comportements qui se perpétuent beaucoup trop, et beaucoup trop au niveau politique. Donc oui, il faut qu'il y ait plus de jeunes, beaucoup plus de jeunes et beaucoup plus de femmes en politique pour aussi inclure ces changements de comportement qui nous paraissent totalement affligeants, mais pour d'autres générations sont la norme, et c'est une norme qu'on ne peut plus accepter, c'est une norme qui est criminelle et qui fait très mal à beaucoup de personnes, qui en détruit. Et il y a besoin de libérer la parole, oui, c'est hyper important, mais aussi l'écouter.
et de prôner la présomption d'innocence. C'est très important au niveau juridique pour respecter notre état de droit, mais c'est aussi important de se dire que la justice c'est dans un tribunal et au niveau politique, quand on met quelqu'un qui est condamné pour agression sexuelle ou pour viol à la tête du gouvernement ou à la tête S'il est condamné, Parlement. oui, c'est scandaleux. Mais Non, là, mais même avant, parce Bah, que pour la justice se fasse, faut qu'elle se la fasse plainte contre aussi avant. Darmanin, elle n'a pas été classée sans suite. Ouais, Mais c'est aussi ça le problème, c'est que pour pouvoir porter plainte, il faut avoir des preuves, il faut avoir des témoignages. Et vous vous rendez compte de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui n'a pour vous, et c'est exactement le féminisme que je rejette, c'est pour vous une femme qui arrive devant un tribunal qui dit voilà, je me suis fait violer, mais j'ai pas de preuves, priorité, et donc sa voix. Pas devant le tribunal c'est des règles. Si tu Oui, n'as c'est pas de devant preuves, on ne peut pas l'officier de accuser police quelqu'un judiciaire. et emprisonner quelqu'un parce qu'il. Mais on ne parle pas S'il y a de pas de condamnation preuves. pénale. On parle pas de condamnation pénale. On parle d'une société qui soit beaucoup plus morale, notamment au niveau politique, où on représente la population. Quand on représente la population, on doit être totalement moral et éthique. Et quand on est accusé d'une agression qui est hyper Peut-être qu'il a grave ou rien fait, accusé d'un et donc il crime, est parfaitement moral et éthique. on doit se mettre en retrait de la vie politique pour laisser à d'autres qui sont plus exemplaires dans leur comportement. Peut-être qu'il est avoir exemplaire, ce mandat. justement, c'est que tant qu'il n'y a pas eu l'enquête, on ne sait pas, peut-être qu'il a été exemplaire. C'est pour ça c'est on le sait but pas. de la justice. Mais la situation est tellement grave et quand on prône le fait d'avoir une société beaucoup plus égalitaire, c'est quand même la grande cause du quinquennat de Macron pour une deuxième fois, on a besoin d'incarner cette grande cause et d'incarner le fait qu'on protège les femmes et qu'un sujet comme ceci est hyper important. Et tant qu'on laisse des personnes qui sont accusées d'être à la tête des partis ou des gouvernements, on incarne le fait que c'est OK d'agresser et que C'est c'est vrai OK que de sur le perpétuer gouvernement ce Macron, sujet. il y a quand même eu pas mal de profils douteux. Donc ça, je suis d'accord qu'avec une répétition, on Dans se dit, tous les bon, partis. est-ce qu'on ne pourrait pas prendre enfin des candidats clean? Je suis d'accord, mais à terme, là, je parlais vraiment individuellement. Là, effectivement, c'est quand même répétitif. Donc on peut se dire, bon, il y a quand même pas mal de profils douteux. Mais individuellement, je pense qu'il faut vraiment se battre pour la présomption d'innocence. C'est ce qu'on a acquis pendant les Lumières. C'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver. Sinon, on va se retrouver dans une société de délation et d'arbitraire. quoi. C'est surtout dans un milieu de la politique qui, on l'a dit, est extrêmement violent. Le risque, encore une fois, c'est qu'il y ait... tu veux te débarrasser d'un adversaire politique, tu payes une fille, etc., ou un truc comme ça, et tu dis il m'a agressé. Mais Ça, en fait, ça s'est fait dans certains pays. Oui, mais hein. c'est nier la démarche que c'est d'aller porter plainte dans un Ah commissariat oui, bien et sûr. de publiquement avouer devant la planète entière, devant les médias, devant ses proches aussi, qu'on a été victime d'une agression ou d'un viol. C'est d'une violence telle que les personnes qui le font preuve d'un énorme courage aussi et d'une énorme confiance dans ce qui Bien peut se sûr. passer après et qu'on a besoin de les aider et de le pointer du doigt en mode tu cherches à devenir célèbre, tu cherches à avoir de l'argent ou à Et dénoncer un c'est tel. pas ce que j'ai dit. hein. C'est nier Attention, cette, attention. Il a pas cette dit souffrance ça, qu'on vit. personne Moi, dit moi, ça. moi, Oui, je en dis- anonyme, pas Mais, beaucoup, personne c'est dit ça. justement toute la difficulté du sujet. Parce que moi, je suis le premier à dire, mais on croit, enfin, s'il y a plus. Moi, comme tout à l'heure, je sais plus si c'était toi, Charline, ou toi qui avait dit ça, c'était s'il y a un seul témoignage, il y a toujours le bénéfice du doute. Mais quand il y a plusieurs témoignages concordants, enfin, par exemple, PPDA, Hulot, Oui, là, c'est etc., ou même vraiment sur Bopin, un- c'est plusieurs témoignages concordants qui laissent peu de place au doute. Mais quand c'est du 1 contre 1, et c'est terrible à dire pour la personne qui est réellement victime, mais il faut qu'il y ait ce bénéfice du doute. Parce que on ne peut pas condamner quelqu'un qui n'a rien. Enfin, Pour la justice, oui. mais pour la Complètement. victime, c'est compliqué et je suis le Ah, premier à le dire. Mm. Mais c'est pourquoi cette question est aussi difficile à traiter pour le grand public. Parce qu'il y a cette question-là du où est la limite du coup. Et surtout qu'on a des ministres qui ont démissionné parce qu'ils avaient Oui. des notes de frais beaucoup trop longues, Bah, ou t'es des venu. trucs comme ça. Et quand on parle d'un autre crime, qui est le viol, qui est mis à un stade beaucoup plus inférieur Mhm. qu'un autre crime ou même qu'un délit, parce que note de frais, c'est un délit. Parce que c'était avéré, note de frais. Oui, il y a aussi ce Il n'y côté-là. avait pas eu de condamnation. Ouais. Il n'y avait pas eu de Oui, condamnation. parce donc qu'il y la en aurait justice- une. Oui, mais Dans c'est tous les cas. dans l'idée de se dire que l'agression qui sont faites contre les femmes sont totalement rabaissées par rapport à d'autres faits. Je suis pas Mm. d'accord. Bah, c'est quand même c'est pas dans le Si fait c'est en général. avéré, moi j'espère, et c'est le cas, et sûrement pas assez d'ailleurs, la justice n'est pas assez ferme là-dessus, mais si c'est avéré, j'espère bien que les accusés auront des peines et des sanctions très sévères. Mais tant que c'est pas avéré, malheureusement, on ne peut pas les condamner. Maintenant, une fois que c'est avéré, j'espère bien que Damien Abad va quitter le gouvernement et va avoir une peine bien lourde pour dissuader les suivants. Ça, on est bien d'accord. Il faut qu'il y ait une justice ferme. S'il est coupable. Voilà, S'il est exactement. Non mais c'est Mais ça, judiciairement s'il est coupable, parlant. il faut être très sévère et aucune tolérance pour le C'est violeur. de tout. Aucune. Mais en fait, c'est aussi la particularité du premier mandat Macron, c'est qu'il y en a, ils ont démissionné pour des simples présomptions. Enfin, je pense au premier remaniement où Richard Bayrou, Ferrand, notamment. De Sarnez, Mm. etc. Ils se Oui, sont j'ai- barrés parce qu'il y avait l'affaire des attachés parlementaires au Parlement européen du MoDem.
et on a des mecs comme Darmanin qui restent. Darmanin, je sais pas sincèrement ce qu'il a comme dossier sur Macron. Non mais sincèrement, Darmanin, Ils sont très potes, en fait. il enchaîne connerie sur connerie. Non mais il faut le dire. C'est là ce qui s'est passé Les dans certains supporters anglais, en, du Stade de en France. Angleterre, il aurait démissionné depuis longtemps si ça s'était passé en Angleterre. Darmanin, je sais pas ce qu'il fait pour rester, mais c'est un mollusque accroché à son rocher quoi. Il doit avoir un dossier sur Macron, Mais je n'imagine pas. je dis ça pour la vanne, mais c'est quand même très impressionnant quoi. Non, c'est vrai. Bon là on est un peu parti. on est parti Mais en au live, moins, là. c'est un débat intéressant entre citoyens qu'il faut avoir. Si on a permis à certaines personnes dans le chat de faire avancer leurs réflexions là-dessus, c'est un bon sujet. On va pas se quitter dans trop longtemps, je pense dans une quinzaine de minutes. Est-ce que tu peux juste nous remettre les arguments? Ah oui, on va juste conclure et après donc ça, on l'a vu, les plus de 30 ans élus ne comprennent pas que le monde a changé, n'ont pas de connaissances en écologie, sont conditionnés à la pensée dominante. Le long terme n'a jamais eu autant d'importance et les jeunes sont seuls concernés. On peut faire une généralité alors qu'il y a, voilà, il y a Bah, c'est surtout que pour certains ici, les 30 ans, on est plus proche des 30 ans que des 18 quoi. Non, on est, là, parmi les personnes présentes, il y en a, dont moi, ils sont plus proches des 30 que des... Putain, je suis plus proche des 30 que des 18. Ça va aller, t'inquiète. La vie continue après. J'ai chaud là. Je suis au milieu. Donc. Oui, bah, Je suis à non, 23, c'est moi, ce qu'il donc. dit, oui, il y a l'écologie, je mais il suis y a plus d'autres proche. sujets, quoi. C'est vrai que... J'ai 24 dans un mois, donc je suis bien pensé, là, je suis au milieu. Là, tu vois, Oui, je suis t'es au pile au milieu milieu comme moi. entre 30 et 18 là. Donc, voilà. Allez, toi, t'es encore jeune, t'en Oui. profites, Constance. 19 ans. Donc du coup, ton premier vote, c'était pour la présidentielle? Ouais, Oh, c'est marrant. ouais. C'est beau. Premier vote, ouais. T'as pas voté au régional? J'ai pas voté au régional. J'étais pas encore... Ah ouais. Je suis pas politisée, je me suis engagée vraiment... Ah oui, mais tu pouvais déjà voter, mais t'avais pas voté. Ouais, je crois que c'était ça. Ok. Mm. Donc oui, on disait les plus de 30 ans, c'est des vieux cons. Pour résumer, c'est grosso merdo Non, mais l'argument. par hein. contre, Les ce qui est boomers. vrai, c'est qu'il y a une vraie différence entre notre génération à nous et la génération juste au-dessus. Même si on n'est pas très éloigné et qu'on a vécu un peu les mêmes évolutions, les mêmes prises de conscience, dans nos comportements, notamment au niveau de l'écologie, moi, je veux dire, 60% de mes potes sont véganes ou végétariens. Les plus anciens comment ne le peut-on sont pas, et il y a encore cette différence à intégrer ces comportements, même s'il y a un éveil à l'écologie, à la justice sociale, dans l'intégration et dans le comportement militantiste ou politique, il y a un peu une rupture, donc là je suis totalement d'accord, ouais. Ok. Bah, sinon, qu'est-ce qu'on a de plus d'actifs de toutes les professions possibles afin d'avoir de la diversité et que l'Assemblée soit représentative de tous les Français? Et le dernier, il faudrait que l'Assemblée nationale soit représentative du peuple français qui l'élit, donc plus de jeunes. Oui, mais aussi plus de représentation des classes populaires, des branches professionnelles. C'est quand même un argument qui revient beaucoup. Mais c'est très difficile à. Bah, c'est que je vois mal des quotas à l'Assemblée nationale, quoi. Non, tu peux pas avoir des quotas de. C'est très Et dans difficile les à choix des faire. partis, en tout cas, de mettre en avant plus d'ouvriers, Ouais. plus de personnes issues des milieux défavorisés, ça c'est un choix des partis du coup, Ouais, de c'est favoriser. Pareil, mais je vois peu d'ouvriers chez LR, par exemple. Bah, à l'Assemblée, il n'y a De toute façon, qu'une seule ouvrière qui est LFI, c'est la seule. C'était laquelle? Elle vient du Grand Est, je sais plus son nom. J'ai plus son nom non plus. Après, c'est un serpent qui se mord la queue parce que c'est peut-être aussi parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans les partis et donc quand il n'y en a pas beaucoup dans les partis, il n'y en a pas beaucoup aux législatives. Enfin, c'est un peu un truc qui se mord la queue, quoi. Et que les partis sont vraiment aussi une lutte à part, que les personnes ne se sentent pas concernées par dans ces milieux-là. Et qu'il y a l'aspect économique aussi. Il y a l'aspect économique très important, Oui, il y a l'aspect surtout. pédagogie aussi. C'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure, que toi tu travailles en même temps pour financer ta campagne. Des ouvriers qui gagnent déjà très peu vont Financer une campagne, c'est très passer, difficile. surtout dans des petits partis comme NPA ou Ouais. Lutte ouvrière, quoi. C'est vraiment un- Du coup, ils font du minimum, et puis du coup. Salut Agathe. On en... oui, on est en live, si, on est en live, mais on- Bah écoute, on te voit dans le cadre, Agathe, donc voilà. Je dis au revoir à ma collègue, il faut bien, on est poli, on s'aime ici. Et ben voilà, bah écoute, il reste 12 minutes. Je vais vous poser la dernière question avant de faire la conclusion, celle que je pose à tous mes invités. On va faire dans l'ordre du coup, de droite à gauche, si je puis dire. En plus, Pas c'est mal. vraiment dans l'ordre. C'est vrai. Exactement. Dans l'ordre, ouais. là. Et on n'a pas décidé, hein, ils se sont mis comme ils voulaient. Hein. Donc, Constance. Non, toi, tu fais tâche. Ah oui, parce que Allez. je suis de gauche.
Je suis un vilain. Moi, C'est un souvent, petit tour. alors, moi, souvent, ce que je dis, parce que tu vois, dans ma précédente vie de streamer, j'avais des gens de droite, d'extrême gauche, de gauche qui venaient, ils appréciaient discuter avec moi. C'était soyons d'accord de notre commun désaccord. Et souvent, j'expliquais, c'est que les gens qui se barraient, qui me traitaient de gauchiste ou de trucs comme ça, c'est pour les fachos, je suis gaucho, pour les gauchos, je suis facho. C'est vraiment, il n'y a pas d'entre-deux, c'est-à-dire que pour les gens d'extrême gauche qui veulent pas discuter avec moi, je suis un vilain facho et inversement. Non, moi, j'aime beaucoup discuter Non, avec mais toi, c'est- mais c'est un gauchiste. C'est mon Si tu savais pour qui j'avais voté. Éric Zemmour. Ah, non, parce que j'ai travaillé avec lui et en privé, il m'a dit des trucs qui font que je ne pourrais jamais voter pour lui. Mais bon, ça c'est perso. Ouais. Ah, t'as vraiment travaillé avec lui? Je croyais que c'était. Ah non, j'ai travaillé. Ah, il est très cool, franchement. Ah, très cool. alors ça par contre, Ça, on est d'accord, alors, hein. je vais être Il honnête, j'ai eu rigole des tout discussions le sur temps. le foot super intéressantes avec lui, j'ai aucun problème. Mais quand Eric dit en privé, je n'en ai rien à foutre de ce que Hitler a fait de bien ou mal, moi qui a la France qui m'intéresse, ça me pose problème qu'un président dise ça. Après, c'est mon positionnement à moi. D'accord, C'est mais mon ça, positionnement à moi, mais bon voilà. ça- Du coup, quel est ton message aux jeunes de notre génération, là je peux le dire de notre génération, qui ne croient pas en la vie politique et qui n'iront pas voter aux législatives ou à d'autres élections? Si. Du coup, il faut voter. C'est très très important. Vous êtes les premiers acteurs en fait de votre pays, de la politique qui est menée dans votre pays. Il faut se battre pour les causes qui vous sont chères. Vos combats, il faut les mener. Vous avez un dynamisme, vous avez une énergie, vous avez une volonté. Et du coup, ce qui fait que vous êtes parfaitement légitime à représenter vos idées. Surtout, battez-vous pour préserver notre héritage culturel, pour que la France reste la France. Tiens, j'ai déjà entendu ça. Incroyable. Toi du coup, Charline? Je donnerais déjà un conseil, ce qui prend pas beaucoup de temps, c'est d'aller regarder tout simplement déjà les candidats, les candidatures, ce sera sur le site du ministère de l'Intérieur, les professions de foi, parce que je pense qu'il faut déjà effectivement, beaucoup de jeunes me disent oui mais j'y comprends rien, tout ça, et juste aller lire, c'est pas très compliqué a priori. Et vous aurez déjà des informations et vous saurez vous positionner. En lisant, généralement, on se reconnaît à peu près, évidemment, peut-être pas sur tout, mais on peut se reconnaître. Et donc, je pense que déjà, la première étape, c'est juste d'aller faire le pas et ça pourra motiver derrière le vote pour se sentir plus légitime, en tout cas, à aller voter. Et je vous encourage vraiment à le faire. Moi, je comprends ceux qui ne vont pas voter, je comprends ceux qui s'abstiennent et qui ne sont pas engagés en politique. Qui pensent que leur vote n'a pas d'impact sur les prises de décision ou que c'est un monde un peu restreint et qui ne peut pas changer, ou en tout cas qui n'agit pas pour leurs préoccupations. Donc ça, je le comprends. Donc leur dire d'aller voter, je me dis, moi, s'ils le veulent, ils le feront, mais s'ils ne veulent pas, il y a d'autres formes d'engagement politique. Mais en tout cas, ayez conscience de l'impact que vous avez dans la société, que vous avez votre place et que vous avez autant de légitimité que d'autres à vous engager, autant de compétences que d'autres. Et donc faites-le à votre manière, en collectif, c'est super cool. Il y a des partis qui sont peut-être à plus petite échelle, dans lesquels vous aurez votre place. Pour d'autres, ce sera des associations, pour d'autres, ce sera juste dans son travail, donner du sens à son travail et essayer d'agir avec ses valeurs. Mais vous avez votre place, suivez les candidats qui peuvent vous inspirer, qui mettent en avant des choses intéressantes. Il y a des petits partis, les partis Allons enfants, il y a les partis animalistes, il y a des petites structures qui agissent concrètement. Sur son Leur affiche. com est très très cool. Avant, c'était un chat, Ouais. maintenant, c'est pas solidaire. Mais ça marche très bien du coup. Mais du coup, oui, on a besoin de renouvellement et qu'ensemble, on peut se mobiliser pour faire changer les choses. Donc ensemble, on est plus fort. Donc mobilisons-nous et agissons pour renverser un peu cette société qui stagne. Ensemble, tout devient possible, pour citer un ancien président de la République. Eh ben, merci les filles. Alors, je vais présenter vos petits tracts. Donc, on a celui de Mayalène Mallet. Donc, voilà, la nouvelle génération de députés soutenue par Allos enfants et le parti Volt France. Donc, voilà, il y a même une petite bulle rouge, si ça vous intéresse. Non, elle n'est pas censée être là. Je pense que c'est dans, Donc voilà, dans mes cartons. dans la 13e circonscription de Paris. D'ailleurs, j'en profite juste avant de continuer. Est-ce que vos programmes seront disponibles en FALC? C'est rien en fait. Facile à lire, à comprendre. C'est en gros pour les personnes déficientes mentales. Je sais pas, je vais me renseigner. Et c'est pour la présidentielle, c'était disponible. Ouais. Et c'est super bien. sûrement, Et c'est j'espère, super ok. intéressant. à faire. J'en ai parlé avec plusieurs prend 30 militants 000. Je suis pas au politiques. courant, mais C'est je vais que regarder, ouais, je cite plusieurs personnes qui ont réagi sur le sujet. Ça enlève toute la branlette intellectuelle des tracts et c'est beaucoup plus clair. Je Exactement. cite Oui, concrètement c'est ce que pas- plusieurs c'est pas faux. personnes à qui j'ai présenté les FALC m'ont dit, et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que
les gens ne lisent plus les tracts, donc avoir un truc facile à lire, à comprendre, c'est parfait. Donc on a celui de Charline Péculier qui est là, donc voilà, avec Nadia Diop, Emmanuel Macron avec vous. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas le nom du parti, il n'y a pas La République En Marche. Alors, C'est Renaissance maintenant. C'est Renaissance. Alors, du coup, là, c'est la bannière Ensemble majorité présidentielle. Avec vous. Qui est le slogan de la campagne. J'avoue que c'est un peu compliqué, hein, mais c'est notre bannière officielle, c'est Ensemble majorité présidentielle, parce que ça comprend tous les partis, La République En Marche, Terre Horizon, de etc. Progrès, Horizon, Voilà, Modem, exactement. il y en a trop. Et donc du coup, oui, ça peut être compliqué. Donc du coup, pour simplifier, majorité présidentielle, donc c'est tout simplement, voilà. Et puis, Donc toi, tu as décidé de t'afficher avec Emmanuel Macron sur... c'est la mobilisation de l'électorat. Il me tout semble que simplement. d'ailleurs, les Horizons, ils vont peut-être mettre Édouard Philippe. Oui, il y en a me certains qui semblait mettent avoir Édouard vu Philippe. ça, ils vont mettre Édouard Philippe sur... Je pense, c'est bon position, qui songe à 2027. Ah, tu crois? Ah, je pense. C'est pas vrai. Opinion comme ça, hein, donc voilà. Et toi, du coup, Constance, tu es Alors là. moi, je l'ai fait avec le candidat de la 6e. On a fait des tracts communs. Est-ce que ça coûte moins cher, non? Non, mais on voulait le faire ensemble. On est limitrophes en fait. D'accord. Et, C'est vrai. et donc on avait le même. On voulait faire pareil en fait. Donc on a fait un tract commun. Voilà. Donc pour que la France reste la France, pour s'opposer à la politique de Macron, pour lutter contre le déclassement. Et ce qui est marrant, c'est que on peut la mettre dans le sens qu'on veut, la phrase, ça fonctionne. En fait, c'est 3 phrases. Ouais, pour s'opposer à la politique de Macron, pour que la France reste la France et pour lutter contre le déclassement, c'est interchangeable. Donc voilà, vos candidats de l'Union des droites pour une vraie opposition à l'Assemblée, soutenus par le CNIP, par VIA, donc qui est ancien le Parti chrétien-démocrate, et par le mouvement conservateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point Reconquête, en voyant les partis qui soutiennent le mouvement, a vraiment pris debout la France. C'est vraiment... Tous les partis, hormis le mouvement conservateur qui est ancien Sens commun, ils étaient alliés avec Nicolas Dupont-Aignan pour les européennes. Donc c'est vraiment, il a aspiré, Éric Zemmour, cet électorat-là. Et puis voilà, après on allait... Donc voilà, donc je vous rappelle que le premier tour, c'est le 12 juin. Vous pouvez voter de 8h à 19h, voire 20h dans les grandes villes, comme Paris. Nous, c'est 18h. Ça dépend les c'est pas comme pour la présidentielle? Non, moi, c'est 18h. Parce que je sais qu'à la présidentielle, on s'est passé à 19h et qu'il y a certains médias qui sont plantés qui à 18h ont annoncé les bureaux de vote sont fermés, sauf que ce n'était pas le cas. Nous, c'est 18h. Et qu'il y a certains bureaux de vote qui sont plantés, qui ont fermé à 18h. Et du coup, le Conseil constitutionnel a annulé le vote dans ces bureaux de vote parce qu'ils ont fermé trop tôt. Ce qui est quand même con. Donc voilà. Donc privilégiez les horaires de faible affluence pour éviter d'avoir des queues de 40 minutes, 50 minutes, 2 heures comme à Paris. Hein, et même les préfectures font des petits tweets le matin pour dire venez entre 9h et 11h et entre 14h et 15h. Vous voyez, suivez les recommandations de la préfecture. Surtout, allez voter. C'est Allez voter, c'est trop important. Et on se retrouve sur Pure Pause. Demain, on se donne rendez-vous à 11h avec Sophie Dravinel pour le débat du mois. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, pour ou contre une cohabitation. Eh bien, Sophie Dravinel, grande reporter au Figaro, spécialisée sur les questions de la gauche, tentera d'éclaircir avec nous ce sujet. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci, mesdames, d'être venues Bonne soirée à toi. pour ce Et à vous. numéro. À ciao, bonsoir. Je veux dire quelque chose, je trouve toujours choquant et